Et au début de tout cela, un garçon se réveille dans un endroit inconnu, jusqu'à ce qu'une jeune fille s'approche de lui, se réjouissant qu'il soit réveillé, puis s'adressant à lui comme à son roi. Quant au garçon, il donne un peu plus de contexte sur ce qui se passe, explique que le jeu auquel il jouait dans son lit lorsqu'il était malade était un jeu de stratégie se déroulant dans un monde de dark fantasy. Et le personnage qu'il aimait le plus dans tout le jeu était précisément la femme qui se trouve devant lui. Quant à elle, la jeune fille lui parle à nouveau, mais cette fois, elle l'appelle Takuto, son vrai nom, et le félicite d'avoir réussi l'exploit de vaincre la difficulté cauchemardesque en utilisant la civilisation la plus difficile à affronter, en l'occurrence Minogue. Takuto devient ainsi le joueur numéro 1 du jeu. Cela dit, la jeune fille commence à s'émouvoir, car elle se souvient de toutes les fois où Takuto est arrivé et s'est approché d'elle. En entendant cela, il dit qu'il l'utilisait dans le jeu parce qu'il voulait être aussi fort qu'elle, et se dit donc heureux d'avoir l'occasion de lui parler. Quant à la jeune fille, elle lui dit la même chose. Après tout, elle est heureuse de pouvoir parler à Takuto. Soudain, Takuto contemple ce ciel nuageux et en déduit qu'elle a dû l'Y convoqué. Cependant, la jeune fille affirme que ce n'est pas vrai, qu'elle a simplement marché jusqu'à arriver là par hasard. Même si elle n'y est restée que peu de temps, elle décrit cet endroit comme étant quelque chose d'analogue au paradis. En l'occurrence, elle croit que cet endroit est semblable au monde des nations éternelles. Bien que ce sujet soit source de conversation, la jeune fille l'ignore et se contente de dire qu'elle est heureuse de rencontrer Takuto en personne. Elle lui prend alors la main et leur propose de reprendre ce jeu. Même si elle ne sait pas exactement où il se trouve, l'important pour elle est qu'ils commencent ce voyage ensemble et qu'ils puissent bientôt bâtir un royaume rien qu'à eux deux. Quant à Takuto, il ne comprend toujours pas ce qui se passe là-bas, mais il se dit prêt à revivre les jours brillants qu'il a passés dans ce monde aux côtés de son compagnon de voyage. En entendant cela, la jeune fille se présente comme Atu Medi, une enfant née de la boue qui détruira le monde à l'avenir. De plus, Atu lui explique clairement qu'à partir de ce jour, son corps et son esprit appartiennent à Takuto, qui doit la commander de la pire des manières, dans le seul but de nuire à tout ce qui les entoure. En entendant cela, Takuto joue son jeu et affirme que son objectif est également de créer la nation la plus redoutée et la plus maléfique de toutes. Et pour commencer, Takuto crée un monstre appelé un batteur. Il explique ensuite que l'objectif de Minogue, son royaume, est de devenir une civilisation éduquée, régnant sur le mal et la ruine. Ils doivent donc garder cela à l'esprit dans tous leurs actes. Atu complète ses propos en précisant qu'ils doivent éviter autant que possible que d'autres personnes découvrent leur plan. Takuto, quant à lui, affirme que l'idéal est de recueillir un maximum d'informations sans que personne ne les découvre. Il s'adresse ensuite au monstre éclaireur et lui annonce qu'il lui donnera un ordre, en tant que roi, pour inspecter les environs. À ce moment, Atu agit avec encore plus de précision que Takuto, ordonnant au monstre de se dépêcher et de ne pas décevoir son roi avec une mission inachevée. À ces mots, la créature s'enfuit aussitôt, voyant que le monstre lui obéissait. Atu se sentit plus soulagé. Takuto décida alors tester l'une des fonctionnalités déjà présentes dans le jeu. Dans ce cas, elle partage la vision du monstre avec elle-même, et remarquez que cette fonction très utile fonctionne réellement. Mais voyant qu'ils ont dépensé beaucoup de PM, Atu suggère de conserver la production d'urgence. Après tout, ils dépensent généralement plus. En entendant cela, Takuto dit qu'il pensait produire un guerrier capable de combattre pour eux, mais comme leur mana est très bas, il décide de remettre ce projet à plus tard. Voyant son inquiétude, Atu lui assure qu'il affrontera tout ennemi qui viendra les attaquer, et lui conseille de rester calme. Malgré ces paroles, Atu se souvient qu'elle est encore très faible. Takuto remarque alors qu'elle est au niveau 3, ce qui signifie qu'elle est totalement vulnérable, et que toute attaque ennemie pourrait leur coûter la vie à tous les deux, les empêchant de poursuivre leur projet de construction du royaume de Minogue. Après ces mots, Takuto commence à désespérer. Au bout d'un moment, il parvient à inspecter toute la zone autour d'eux grâce au monstre qu'il avait envoyé Explorer. Bien que l'endroit soit entièrement boisé, il n'y trouve aucun autre animal ni monstre. En entendant cela, Atu dit que cette zone forestière semble être le meilleur endroit pour se cacher, car elle est sûre. Cependant, Takuto ajoute qu'il n'y a pas de nourriture, chose qu'ils doivent trouver au plus vite. Atu se sent alors inutile de ne pouvoir encore rien faire et s'en excuse. Mais Takuto ajoute que sa simple présence le rend déjà très heureux, et qu'elle n'a donc pas à s'inquiéter de quoi que ce soit d'autre. Et dès qu'elle reçoit un compliment aussi direct, les yeux d'Atu brillent, émue par ce qu'elle a entendu. À un autre moment, Takuto continue d'explorer la forêt avec l'aide du monstre, jusqu'à ce qu'il découvre soudain une communauté d'elfes noirs, qui, soit dit en passant, n'est pas si loin de là où il se trouve. En entendant cela, Atu se sent soulagé, car les elfes noirs ont tendance à être plus neutres. Quant à Takuto, il reste inquiet, car s'il se trouve vraiment dans le monde des nations éternelles et qu'une autre civilisation existe à proximité, il pourrait se retrouver impliqué dans une guerre locale, une situation à laquelle ils ne sont certainement pas prêts. De plus, le fait d'être voisin d'une autre civilisation remet en question leur plan initial, qui consistait à tout faire sous le manteau. Atu suggère alors qu'ils s'enfuient ensemble, mais Takuto décide d'abord de recueillir des informations sur les elfes noirs et la forêt avant de partir. Soudain, un groupe d'elfes noirs les aborde. L'elfe de tête se souvient alors de quelques instants avant cette rencontre, lorsqu'ils arpentaient la forêt à la recherche de nourriture. Au cours de leur promenade, un elfe nommé Emle lui parle d'Idoagia, un royaume qui protège une forêt maudite. On raconte qu'un mal caché s'est logé dans ces terres, cherchant à compromettre
être l'épanouissement de la vie dans le royaume. Après avoir entendu cela, le chef des elfes déclare que cette histoire n'est qu'une superstition et recommande à tous de continuer à vivre sereinement dans cette forêt afin d'honorer leurs ancêtres. De retour au présent, le chef des elfes interprète Atu et Takuto comme des êtres maléfiques venus les anéantir. À cela, le chef et les autres elfes s'agenouillent envers eux. Le chef se présente alors comme Jeia Najev, un elfe noir du clan Mazaram. Il s'excuse ensuite auprès de Takuto et Atu pour avoir envahi leur région. Sur ce, Atu tente de les intimider d'un ton sérieux et leur demande ce qu'ils font là. Jeia explique alors que lui et son peuple ont été expulsés des terres où ils vivaient auparavant et ont fini par être envoyés dans cet endroit complètement abandonné, sans nourriture. Selon lui, son peuple a fini par souffrir pour quelque chose qu'ils ne méritaient même pas, et qu'en fin de compte, ils aspirent simplement à un endroit où vivre en paix. Après avoir entendu toute l'histoire des elfes noirs, Takuto compatit et leur lança plusieurs pommes, leur promettant de les garder toutes. En ramassant une pomme, Jeia fut perplexe, peu habitué à ce genre de fruits dans sa forêt. Bien qu'il n'ait pas mangé depuis des jours, Jeia se demanda s'il devait vraiment s'arrêter pour manger pendant que son peuple l'attendait. Pendant ce temps, les autres elfes se mirent à manger les pommes, émerveillés par le goût délicieux de ce fruit qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. En plus des pommes, Takuto leur jette quelques poires, laissant Jeia encore plus surprise par une telle générosité. Atu remarque l'elfe sans réagir et explique que son roi offre sa charité au peuple elfique. En entendant cela, Jeia dit à Takuto que leurs enfants meurent de faim et lui demande donc de donner les fruits aux enfants des elfes plutôt qu'à lui. Voyant que la situation des elfes est encore pire qu'il ne l'imaginait, Takuto leur laisse tomber encore plus de nourriture. Pendant ce temps, Jeia se souvient de l'histoire des elfes noirs, méprisés car ils fuyaient la lumière, les plongeant ainsi encore plus profondément dans les ténèbres. Et lorsqu'ils voient qu'il y a encore quelqu'un prêt à leur prêter main forte, les elfes en déduisent qu'ils sont la cible d'un véritable miracle divin. Quant à Jeia, il demande à Takuto qui il est exactement, mais ne reçoit aucune réponse. De retour auprès des autres elfes, Jeia informe tout le monde qu'ils sont revenus avec de la nourriture pour tous, sans toutefois préciser la provenance exacte de cette quantité. Un peu plus tard, Moltar va voir Jeia et lui dit que les fruits qu'il a apportés sont vraiment incroyables. Quant à Jeia, il affirme n'avoir jamais vu un tel fruit auparavant. Mais en constatant sa façon différente de s'exprimer, Moltar comprend immédiatement que quelque chose cloche et lui demande ce qui s'est réellement passé. Jeia décide alors de se confier à lui et lui révèle qu'il a trouvé un être mystérieux au plus profond de la forêt. En entendant cela, Moltar en déduit qu'il a interagi avec le roi de la ruine, qui, comme son nom l'indique, cherche à détruire le monde et à tout réduire en ruine. Et bien que l'être mystérieux n'ait pas donné de nom, Jeia dit qu'il était déjà assez terrifiant pour justifier ce nom. Le roi avait un serviteur qui expliqua aux elfes ce que son roi voulait. En entendant cela, Moltar changea d'avis et dit que l'être qu'il avait vu dans les profondeurs de la forêt n'était probablement pas le roi de la ruine. Il demanda alors si le roi avait demandé quelque chose en échange de la nourriture, et Jeia répondit que non. En entendant cela, Moltar est encore plus confus, car il ne peut imaginer un être maléfique capable de faire la charité sans rien demander en retour. Quant à Jeia, il appelle cet être « votre grâce », un terme respectueux. Moltar les irrite et commence à l'accuser de montrer du respect à un être dangereux qui est peut-être le roi de la ruine. Pourtant, Jeia affirme que, malgré son caractère maléfique, cette créature a rempli les estomacs de toute la tribu. En entendant cela, Moltar s'excuse auprès d'eux et affirme que Jeia a bien fait d'accepter la nourriture du roi. Pendant ce temps, Atu réprimande Takuto, lui reprochant d'avoir gaspillé leur mana pour quelque chose de totalement inutile. Voyant sa colère, Takuto s'excuse et affirme avoir besoin d'elle à ses côtés. À ces mots, Atu sourit jusqu'aux oreilles et s'excuse de son impolitesse. Takuto, quant à lui, se souvient de ses mauvaises relations avec les elfes noirs, et cherchant à comprendre pourquoi, il fond en larmes en réalisant qu'il n'en est rien, qu'il est juste un étrange personnage. Et pendant la conversation, Moltar demande si Giaste prêt à retourner auprès du roi, et il répond oui. Moltar souligne alors qu'ils ont déjà accepté la charité du roi de la ruine. Il suppose donc que le roi exigera quelque chose de plus tard. Cependant, Jeia lui rappelle que le roi n'a rien mentionné de tel, ce qui le laisse penser que cette charité était donnée du fond du cœur, sans rien attendre en retour. Mais voyant la naïveté de Jeia, Moltar dit qu'ils ne peuvent pas dire que le roi n'exigera rien plus tard, car lorsqu'un être maléfique propose de l'aide, il exige toujours quelque chose. Mais même si c'est vrai, Moltar se souvient qu'ils ont vraiment besoin de l'aide du roi pour survivre. Quant à Jeia, il dit que leur vie serait très difficile s'ils quittaient la forêt et commençaient à errer. Après tout, ils ne sont pas sûrs d'avoir de quoi manger hors de chez eux. Cependant, il se souvient qu'en quittant la forêt et en errant, ils pourraient éventuellement atteindre le continent noir, un endroit où ils ne seront pas poursuivis. En entendant cela, Moltar dit que c'est leur dernière chance de survivre. Alors il suggère qu'ils quittent la forêt et poursuivent leur voyage. Pendant ce temps, le monstre de Takuto interrompt sa conversation avec Atu, et elle commence à réprimander la créature. Cependant, Takuto prétend
prétend être celui qui a invoqué le monstre. Analysant les informations apportées par le monstre, Takuto découvre que les elfes noirs se dirigent vers lui, probablement pour récupérer la nourriture restante. Face à cela, Takuto craint d'avoir trop de contact avec des êtres de cultures différentes, car cela pourrait entraîner des conflits entre les races. En entendant cela, Atu remarque qu'il est très inquiet et lui demande si quelque chose le tracasse. Takuto répond que, faute de communication immédiate, il pense ne pas pouvoir négocier avec les elfes noirs. Voyant son inquiétude, Atu décide de prendre la tête des négociations à sa place. De plus, elle est prête à lui témoigner toute sa générosité de roi. Takuto la remercie d'avoir pris l'initiative de l'aider, mais lui demande si elle est vraiment sûre de vouloir le faire. Quant à elle, Atu interprète sa question comme une façon pour Takuto de la rabaisser, la pensant incapable de gérer de telles affaires. Takuto la contredit, affirmant la croire entièrement et lui confiant la tâche de négocier. Et voilà, quelques minutes plus tard, les elfes noirs arrivent enfin sur les lieux. Moltar est le premier à s'adresser au roi des ruines, le remerciant de lui avoir donné l'occasion de les rencontrer. En entendant cela, Atu le félicite d'avoir au moins témoigné du respect à son roi, mais l'interrompt et demande à Moltar de se dépêcher de lui dire ce qu'il fait là. Il remercie Takuto pour la nourriture que lui et son peuple lui ont fournie, puis demande l'honneur de connaître au moins le nom du roi des ruines. Quant à Takuto, il leur révèle son nom, et Atu le lui révèle et le présente comme le seigneur de l'Apocalypse et le souverain des ruines. Quant à elle, Atu prétend être d'un statut inférieur à celui de Takuto, qu'elle qualifie de dieu. Elle demande donc aux elfes de ne pas la perturber en l'appelant elle aussi dieu. En entendant cela, Moltar l'assure qu'il ne commettra pas cette erreur et gravera à jamais leur nom dans sa mémoire. Takuto se sent soulagé, constatant que les elfes noirs ont agi avec bienveillance jusqu'ici. Atu décide alors de mettre fin aux négociations, leur ordonnant de prendre le reste de la nourriture et de partir rapidement pour éviter qu'elle ne se gâte. Mais avant de partir, Moltar demande que peuvent-ils faire pour remercier le roi des ruines de sa charité. En les entendant dire cela, Atu lui fait comprendre qu'il est pratiquement inutile de récompenser Takuto, d'autant plus qu'elle est certaine qu'ils n'ont jamais réussi à préparer une offrande suffisamment digne de son roi. De plus, Atu commence à soupçonner les elfes et demande s'ils préparent quelque chose de louche, ce à quoi Moltar répond par la négative. Quant à Takuto, il sent que la conversation dégénère à cause de l'hostilité d'Atu. Il la prend alors à part pour discuter et la convainc de se montrer plus bienveillante lors des négociations, car il sent que les elfes cherchent sincèrement à construire une relation mutuellement bénéfique avec eux. Autrement dit, ils ne souhaitent pas seulement recevoir la charité, mais plutôt la rendre d'une manière ou d'une autre. Atu comprend alors le point de vue de Takuto et annonce aux elfes que le roi est prêt à accepter leur offre en échange de leur charité. Moltar paraît plus détendu. Takuto, quant à lui, comprend enfin ce qui se passe. Moltar se méfie simplement de lui, pensant que Takuto leur joue un tour. Voyant qu'il voit Takuto ainsi, Atu se met en colère. Cependant, Moltar tente de s'expliquer, affirmant qu'il n'a jamais considéré Takuto comme un être maléfique. Tandis qu'ils discutent, Atu revient sur le sujet de la rencontre et réfléchit à une récompense qu'il pourrait offrir à Takuto. Atu leur demande alors de parler au roi du monde au-delà de la forêt, et qu'ils devront quitter la forêt une fois qu'ils auront conclu un pacte avec le roi des ruines. En entendant cela, GIS, contrairement à Moltar, laisse transparaître la surprise dans ses yeux. Il commence à discuter avec Takuto à ce sujet, mais Moltar le réprimande, affirmant que si telle est la volonté du roi, ils n'ont qu'à s'y conformer. Après cela, Moltar remercie Takuto de lui avoir donné l'occasion de le rencontrer, puis lui tourne le dos pour partir. À la fin des négociations, Takuto se demande s'il doit vraiment les expulser de la forêt, car les elfes risquent fort de s'effondrer ailleurs. Après avoir réfléchi un peu à la solution, Takuto décide de rappeler les deux elfes noirs et leur propose de devenir ses citoyens. À ces mots, Atu s'approche de lui et lui demande ce qu'il pense exactement. Takuto explique qu'il utilisera le système des réfugiés, car les elfes noirs ne sont ni bons ni mauvais par nature. Il pense donc que s'ils sont acceptés comme réfugiés dans sa civilisation, ils deviendront des êtres maléfiques comme lui. Et bien que la coexistence entre deux races liées au mal existe, Atu affirme que les elfes noirs sont une race très différente des citoyens de Minogra, les homoncules, et qu'il existe donc un risque de conflit entre eux. En entendant cela, Takuto lui rappelle que l'apparence des homoncules n'est déjà pas très frappante aux yeux des humains, et qu'avoir les elfes noirs à leur côté ne devrait donc pas les inquiéter outre mesure. En entendant cela, Atu s'adresse à nouveau aux elfes noirs, les informant que le roi des ruines a l'intention de fonder une nation prochainement, et que si les elfes décident de devenir citoyens de ce royaume, Takuto promet de les protéger. Moltar demande alors ce qui leur arriverait s'ils devenaient citoyens de Minogra, et Atu leur répond alors qu'ils deviendraient simplement des êtres maléfiques, tout comme Takuto et elle. Et si cette information peut paraître choquante au premier abord, Atu fait clairement savoir qu'ils auront une légitimité pour choisir le chemin qu'ils suivront. Elle leur suggère cependant de venir à ses côtés, car c'est sans aucun doute le plus amusant. Et puis, à un autre moment, Atu parle à Takuto tandis qu'il traverse la forêt, et semble encore se demander pourquoi les elfes noirs ont mis autant de temps à décider de devenir citoyens de Minogra. Quant à Takuto, il lui rappelle que ce fut une décision vraiment difficile à prendre, sachant qu'ils deviendraient des êtres maléfiques une fois qu'ils auraient rejoint leur camp. En marchant un peu plus loin, ils atteignent enfin le camp des elfes et sont accueillis comme de véritables rois. Atu vérifie alors que
tous les elfes noirs sont présents, puis révèle qu'ils ont tous été acceptés comme citoyens de la nation Minogra. Sur ce, elle se tourne vers Takuto et lui demande à nouveau s'il est sûr de vouloir le faire. Comme précédemment, il reste ferme sur son idée, affirmant que toutes les conditions sont réunies et qu'ils sont donc prêts à annoncer officiellement la fondation de Minogra. Une fois tous devenus citoyens de Minogra, Atu dit aux elfes noirs qu'ils peuvent compter sur la protection de Takuto, leur dieu et souverain. Quant à Geiya, il trouve étrange que son apparence n'ait pas changé après être devenue citoyenne du dieu des ruines, car il pensait qu'ils deviendraient des êtres maléfiques, intérieurement comme extérieurement. Mais peu après, Geiya commence à ressentir une profonde haine monter en elle. Cependant, tous les elfes se mettent à vénérer Takuto, mais cette fois avec une profonde sincérité. Et voilà que quelques jours plus tard, Takuto découvre avec inquiétude que deux autres grandes nations existent déjà sur ce continent. Après tout, si les royaumes voisins découvrent l'existence de Minogra, un royaume maléfique vivant à leur côté, ils entreront certainement en conflit avec eux. Et comme le royaume de Minogra vient tout juste d'être fondé, Takuto réalise qu'il n'a pas encore la puissance militaire suffisante pour s'opposer à ces deux grandes nations. Soudain, Moltar apparaît devant Takuto, accompagné d'Emle et de Geiya. Atu profite de la présence de tous pour expliquer le rôle de chacun au sein du royaume, précisant que Geiya sera le commandant des forces de Minogra. À cette nouvelle, Geiya s'enthousiasme et promet d'empaler tout ennemi qui lui en donnera l'ordre. Moltar, quant à lui, affirme son intelligence, affirmant qu'il obtiendra des résultats encore meilleurs que Geiya. Emle, quant à elle, promet d'aider le royaume par son travail acharné. Voyant leur volonté de travailler dur, Atu demande à Moltar s'il pourrait récolter du bois tout en préservant la forêt. Moltar répond que oui. Après tout, il a toujours préservé la forêt où il vivait. En entendant cela, Geiya est perplexe, car Takuto étant un être maléfique, il pensait que l'ordre serait tout le contraire, détruire la forêt. Mais en plus de leur demander de ne pas détruire les lieux, Takuto leur demande de reboiser davantage la zone. Mais à l'évocation du terme « reforestation », tout le monde reste bouche bée. Takuto réalise que leur technologie magique est bien inférieure à ce qu'il attendait. Atu, quant à elle, leur explique le terme « reforestation ». Il s'agit ici de planter des arbres, ce qui accélère leur croissance dans toute la forêt. Ceci dit, Atu attribue ce savoir à Takuto, qui se sent bientôt dépassé par la pression, d'autant plus qu'elle ment sur son infinie sagesse. Quant à Emle, elle se souvient des pommes du roi et demande s'il a conçu ce nouveau fruit, ce à quoi Atu répond par l'affirmative. En entendant cela, Takuto réalise qu'il peut utiliser sa capacité de production d'urgence pour créer de nombreuses choses, comme de la poudre à canon, des métaux de base et même du pétrole. Et tandis qu'il marche avec le saint, l'un des soldats commente le possible pouvoir spécial qu'elle possède. Mais en y regardant de plus près, il en déduit qu'il ne s'agit que d'une légende, et qu'en réalité, la sainte n'est qu'un symbole. En entendant cela, un autre soldat répond à son collègue qu'il découvrira bientôt le véritable pouvoir de la sainte. Soudain, un groupe de gobelins apparaît et menace de les attaquer. Voyant cela, la sainte informe les monstres qu'ils ont déjà perdu toute chance de se repentir pour avoir troublé la paix du royaume sacré de Qualia et abandonné le dieu Arlo, et elle les punit donc de mort. En découvrant le pouvoir absurde de Soalina, le soldat qui doutait de sa force reste bouche bée, s'interrogeant sur ce qu'il vient de voir. L'un des hommes l'informe que le pouvoir de la sainte permet la coexistence entre humains et elfes, ainsi que de repousser le mal du royaume si nécessaire. De plus, l'homme lui apprend que Soalina est l'une des 7 grandes saintes sauveuses du continent d'Idoragia, mais qu'elle est plus connue sous le nom de Sainte Soalina des Sépultures Fleuries, car en tuant ses ennemis, elle les transforme en magnifiques fleurs qui embellissent et apaisent l'environnement de combat. Quant à Soalina, elle interroge le cardinal sur le sujet dont elle avait discuté avec lui plus tôt, l'éventuel apocalypse qui se produirait dans les terres maudites, ce qui les obligerait à envoyer des paladins enquêter sur les lieux. Mais, apprenant cela, le cardinal déclare qu'il ne peut accéder à sa requête. Après tout, s'intéresser aux terres maudites, au sud du continent noir, est totalement absurde. Par conséquent, le quartier général n'autoriserait jamais les paladins à s'y rendre. Et, constatant cet empêchement, Soalina déclare qu'elle s'y rendra elle-même. Cependant, dès qu'il entend son idée, le cardinal lui rappelle que Soalina n'est plus la simple villageoise qu'elle était, et qu'elle doit donc se mettre à sa place. Mais à peine dit-il cela, il est surpris par le regard vide de Soalina, et décide donc de lui obéir, déployant tous ses efforts sur le site, même contre sa volonté. Pendant ce temps, Atu excite les elfes noirs en leur annonçant qu'ils commenceront les travaux dans cette zone. Eh bien, en quelques minutes, les elfes noirs construisent la chambre et le trône de Takuto. Et si cela est déjà surprenant, Atu précise que leur but ultime est de bâtir le royaume qui ébranlera les cieux et dominera la terre. Après que tous les administrateurs du royaume se soient rendus au bureau de Takuto, Atu annonce qu'ils peuvent commencer la réunion. Mais d'abord, on les remet les nouveaux vêtements du roi et précise qu'elle et les autres elfes ont travaillé dur pour qu'il puisse s'habiller comme un vrai roi. Ceci fait, il se prépare à commencer la réunion, et Atu décide de commencer par discuter de politique intérieure. À ces mots, Moltar demande quel bâtiment construire en premier, et Atu répond qu'il devrait donner la priorité à la création d'une usine de production alimentaire. Après tout, si jamais ils se retrouvent en guerre, ils doivent disposer d'un important arsenal de nourriture. En entendant cela, Moltar se souvient du pouvoir de Takuto, et lui demande s'il pourrait produire de la nourriture à volonté. S'il y parvient, construire un moyen de les nourrir sera totalement inutile
et ne fera que gaspiller leur énergie. Entendant cela, Atou dit qu'ils doivent laisser le roi se reposer et construire leur propre source de nourriture. De plus, elle lui rappelle qu'avec l'expansion du royaume, distribuer de la nourriture deviendra impossible pour tous les habitants, même si le roi est capable de produire beaucoup de nourriture. Après son explication, Moltar réalise qu'il vient de poser une question stupide sans même réfléchir et s'excuse. Atou, quant à elle, pose un arbre mystérieux sur la table. Moltar et les autres se demandent ce que c'est. Cependant, Atou affirme que ce n'est qu'un arbre à viande. Bien qu'elle leur explique ce qui se trouve devant eux, Moltar et les autres restent incrédules. Atou décide alors d'expliquer plus en détail ce qu'est cette plante, expliquant qu'il s'agit d'une installation de production alimentaire de sa civilisation et qu'elle produit une viande mystérieuse au goût de chair humaine. Ayant mieux compris le concept, Moltar trouve étrange le concept d'arbre à chair et affirme que certaines personnes seront probablement réticentes à l'idée de manger de la chair humaine. Cependant, Atou précise que ce n'est qu'un des aliments que le royaume proposera, donc ceux qui n'aiment pas la chair humaine pourront manger n'importe quoi d'autre. Passant au sujet suivant de la réunion, Atou affirme qu'ils doivent acquérir de toute urgence des technologies de pointe, étant donné que leur royaume n'en est qu'à ses débuts. À ces mots, Moltar demande quel type de technologie ils devraient privilégier. Atou suggère alors qu'ils devraient commencer par la technologie magique, et plus précisément la magie militaire. Après tout, la magie conventionnelle ne permet d'attaquer que quelques dizaines de personnes au maximum, tandis que la magie militaire peut attaquer une armée entière de milliers de soldats et même modifier le terrain à leur avantage. Moltar est impressionné par l'existence d'une magie aussi puissante. Cependant, Atou précise que pour y parvenir, il faut sélectionner des personnes très talentueuses. En entendant cela, Gia s'enthousiasme et annonce qu'elle va lever une armée pour les aider. Cependant, Takuto suggère de ne pas gaspiller leurs efforts pour l'instant. Après tout, une armée ne produit rien et, de plus, consomme des ressources et du mana. Bien que comprenant le point de vue du roi, Gia affirme que le groupe actuel de guerriers du royaume n'est pas encore assez puissant pour protéger Takuto. De plus, Moltar affirme que, comme Gia et lui sont les chefs des elfes noirs, leurs têtes sont mises à prix. Voyant qu'ils s'inquiètent de leurs poursuivants, Takuto décide de les aider en créant un héros pour les protéger. Cependant, en entendant parler de ce héros, Gia demande de quoi il parle. Atou explique qu'à Minogra, plusieurs héros servent le roi et le protègent grâce à leur pouvoir unique. Mais pour les invoquer, ils doivent remplir des conditions bien précises. Takuto, quant à lui, explique qu'avoir un héros est bien plus bénéfique pour préserver la discrétion de son royaume. Après tout, une armée gigantesque attirait davantage l'attention qu'un seul héros. Concernant la gestion du mana des citoyens, Takuto explique que plus les habitants du royaume sont heureux, plus ils libèrent de mana. Par conséquent, Takuto promet de faire de son mieux pour que tout son peuple atteigne le summum du bonheur. Pendant ce temps, un jeune homme nommé Lonius se rend au temple pour rendre hommage à Dieu lorsqu'il est soudainement interrompu par Verdel, qui se précipite vers lui pour le presser. Lonius lui conseille d'arrêter de crier et de faire preuve de plus de respect lorsqu'il pénètre dans un lieu sacré. Cependant, Verdel se moque de la foi de Lonius et affirme que le garçon a déjà suffisamment prié, alors il devrait se dépêcher de retourner à leur mission. Mais avant cela, il demande à nouveau les noms de la femme et de la fille de Lonius, qu'il a oubliés. En entendant cette question complètement déconnectée de la mission, le jeune homme refuse cependant de répondre lorsqu'on le presse un peu plus loin. Verdel annonce que sa femme s'appelle Marcha et sa fille Mina. Sur ce, il poursuit son chemin, se rappelant que Verdel est bel et bien l'homme grossier et mal élevé dont il avait entendu parler. Cependant, Lonius ne sous-estime pas les incroyables capacités de Verdel. Durant la promenade, Verdel se demande pourquoi ils se rendent sur le continent noir. Lonius lui rappelle qu'ils y vont pour enquêter sur la révélation reçue par Sainte Soalina. Et s'ils réussissent cette mission, ils seront bien vus par le Congrès des provinces du Sud, ce qui constitue un avantage considérable pour Lonius. En revanche, s'ils échouent, Lonius sera qualifié de paladin inférieur, complètement discrédité. Pendant ce temps, Verdel se plaint du manque d'équipement de leur unité pour une mission aussi importante. Après tout, seul lui et Lonius sont paladins dans toute l'équipe. Quant à Lonius, il pense que les responsables de tout cela avaient une raison de l'associer à Verdel juste avant son départ. Bien qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, Lonius est convaincu que la présence de Verdel dans son équipe sera bénéfique, car elle augmentera les chances de survie de toute l'équipe. Pendant ce temps, Takuto et Atou observent le travail des elfes et sont impressionnés par la rapidité avec laquelle ils construisent les maisons. De plus, Takuto a l'impression que les elfes noirs semblent désormais beaucoup plus dynamiques et désireux de progresser, contrairement à sa première rencontre. Quant à Emle, elle est toujours inquiète et lui demande s'il apprécie le travail des elfes. Takuto répond positivement, affirmant que leur travail est incroyable. Il lui fait donc comprendre qu'il a fait le bon choix en acceptant les elfes noirs comme citoyens. En entendant cela, Emle s'émeut et fond en larmes, mais se reprend vite et s'excuse de son manque de sang-froid. Elle entreprend alors d'inspecter
inspecter le roi à la recherche de la civilisation créée par les elfes, expliquant que tout cela n'a été possible que grâce aux outils agricoles de Takuto. Poursuivant l'inspection, Emle l'emmène à la source d'eau découverte à proximité. Une fois sur place, ils sont abordés par Geia et Moltar. Gua explique qu'il était venu ici pour construire un aqueduc, mais qu'après avoir découvert que l'eau n'était pas très bonne, il a décidé d'abandonner l'idée. Cependant, en entendant cela, Atu ramasse l'eau et le bébé devant tout le monde, les laissant stupéfaits. Puis elle leur demande de prendre une grande inspiration. Ce faisant, Moltar et Geia sentent leur esprit s'aiguiser, comme revigoré. Atu explique que les terres maudites offrent des bienfaits aux êtres maléfiques. Ils ne subiront donc aucun mal en buvant l'eau. Mais si c'est une bonne chose, Atu leur rappelle que l'endroit attire beaucoup d'attention, ce qui pourrait clairement attirer des ennemis vers le royaume. Geia revient alors avec l'idée de créer une armée, mais Atu lui rappelle que Takuto a déjà promis de créer un héros. En entendant cela, Moltar dit « Je n'ai pas encore pleinement saisi le concept de héros ». Atu se révèle être une héroïne, affirmant que les héros comme elle possèdent suffisamment de force pour anéantir une armée entière. De plus, les héros deviennent plus forts avec le temps. En entendant cela, Moltar est impressionné et leur conseille de se dépêcher de construire un palais pour le roi, car il a du mal à imaginer Takuto vivre dans une maison semblable à celle de ses serviteurs. Voyant qu'ils n'abandonnent pas cette idée, Takuto les autorise à construire un palais et demande qu'il soit un château flottant. Pendant ce temps, Lonius et son équipe se dirigent vers le continent noir, livrant de simples combats contre des gobelins. Lonius, toujours incertain de ce qu'il attend, demande que la mission se déroule sans encombre une fois arrivé sur le continent noir. Toujours pendant le voyage, Verdel dit qu'il est surpris par le nombre de mercenaires qu'ils ont réussi à obtenir pour la mission. Dans ce sens, Dilonusil en va de même pour lui. Après tout, il a juste eu beaucoup de chance, car la plupart des mercenaires sont actuellement dans le nord en raison de l'événement appelé The Northern Disturbance. Dans ce cas, les barbares sont apparus soudainement sur place, plus précisément dans le royaume sacrifié de Kalita dans la province du Nord, puis ils ont envahi les villages, causant d'énormes dégâts à l'endroit. Ainsi, le Saint et l'armée furent envoyés pour maintenir la situation sous contrôle, mais les troubles ne semblent pas près de se calmer. Bargo, même après avoir entendu tout cela, les rejette. Lonius lui ordonne de se taire, comme si cela ne le touchait pas. Cependant, Bargo réaffirme que ce n'est pas vraiment leur problème. Verdel commente l'excellente rémunération offerte à quiconque se rend sur le site pour aider à combattre les barbares. Bien que la paix soit effectivement élevée, Bargo explique qu'après avoir appris la présence d'une sorcière, plus personne ne veut y aller, sachant qu'ils en subiront les conséquences, et au final, perdront leur récompense et la vie. En entendant cela, Verdel tourne également le dos aux problèmes du Nord, affirmant qu'il ne devrait pas vraiment s'en soucier. Après tout, ils se dirigent vers les terres maudites du Sud, alors il ferait mieux d'en rester là, car ils ignorent ce qu'ils pourraient y trouver. Et puis, lors d'une pause, Lonius s'intéresse à la sorcière dont Bargo avait parlé et lui demande de lui en dire plus. Cependant, Bargo rejette l'affaire, affirmant qu'il ne s'agit que d'une rumeur sans fondement. En réalité, les rumeurs prétendent que les troubles dans le Nord ont été causés par une sorcière. En entendant cela, Lonius affirme qu'une telle chose est impossible. Après tout, une seule personne ne pourrait jamais provoquer un tel émoi qu'il faille se débarrasser du Saint. Quant à Verdel, il ignore complètement l'affaire et se met à boire excessivement. Bargo tente de les raisonner, leur disant qu'il boit trop. Cependant, Verdel lui rappelle qu'après avoir accompli leur devoir de sauver le peuple, ils devraient se détendre un peu. Après tout, c'est ce que Dieu leur ordonne de faire. En entendant cela, Lonius affirme avoir mal interprété la parole de Dieu, leur recommandant d'aller s'amuser en famille après le travail, et non de sortir boire un verre dans les bars. Cependant, Verdel continue de défendre son interprétation, affirmant que Lonius a simplement compris la parole de Dieu différemment de lui, mais que les deux interprétations sont correctes. Quant à Bargo, il se moque simplement du conflit religieux entre les deux, puis revient au sujet des terres maudites du continent noir, se demandant ce qui pourrait bien s'y passer. Il en déduit alors qu'il pourrait y avoir une rumeur concernant une sorcière dans les terres maudites, similaire à ce qui se passe dans le district nord. Mais en entendant cela, Verdel lui fait comprendre que ce n'est pas le cas. Après tout, ils ont déjà une idée de la nature du problème dans les terres maudites. En l'occurrence, ils savent que les elfes noirs ont fui dans la région. Par conséquent, Verdel pense que les chefs craignent simplement que les elfes noirs ne sèment le trouble, et rien de plus. En entendant cela, Bargo se sent soulagé, mais il comprend également leur inquiétude, car c'est un problème incontournable. Même parce que les elfes noirs sont excellents dans les malédictions et les meurtres. Quant à Lonius, il explique qu'à mesure qu'ils gagnent en puissance en secret, les elfes noirs les attaqueront sûrement. Voyant Lonius un peu tendu, Verdel lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter outre mesure. Après tout, ils ne se rendent sur place que pour enquêter, donc s'il y a le moindre problème, ils peuvent simplement fuir, car ils ne sont pas payés pour traquer les elfes noirs. Et s'il a raison sur le plan pratique, Lonius condamne le plan de Verdel sur le plan moral, car Dieu ne serait jamais fier de voir son avant-garde reculer face au danger. Quant à Lonius, Dieu s'attend probablement à ce qu'il donne sa vie pour exterminer le mal. En entendant cela, Verdel conseille à Lonius
l'Onius de ne pas être si assoiffés de gloire. Après tout, même eux, les paladins, doivent parfois adopter cette attitude moins digne. Après tout, chacun a une famille qui dépend d'eux, et ils ne peuvent donc pas mourir pour rien. Ceci dit, Verdel conseille à chacun de lever son verre et de boire jusqu'à l'aube. Pendant ce temps, Takuto rassemble tous les elfes noirs et crée un monstre à partir du fruit de l'arbre à chair. Voyant que le roi est capable de créer une nouvelle vie grâce à sa magie, tous les elfes sont stupéfaits par un tel talent. Mais Tatou lui fait comprendre que ses pouvoirs vont bien au-delà de cela. Ils doivent donc lui consacrer encore plus de foi afin qu'il puisse offrir davantage de biens précieux au peuple. À un autre moment, Takuto annonce à Atou qu'il invoquera un héros lors de son prochain rituel, car avec 2 héros à ses côtés, ils seront sûrs d'avoir la force de combat nécessaire pour affronter n'importe quel envahisseur. Et dans ce cas, il a l'intention d'invoquer d'abord la reine des insectes, une créature capable de donner plus de force aux insectes et de les créer en masse, créant ainsi une véritable armée d'insectes puissants. Outre tous ces attributs, Takuto se souvient qu'Isla est la seule héroïne dépourvue de mauvaises intentions, contrairement aux autres qui cherchent à anéantir l'humanité. Par conséquent, Takuto croit qu'Isla est leur seule option héroïque. Parallèlement, il fait clairement savoir qu'il compte rencontrer ses autres héros, espérant qu'ils ne causeront pas trop de problèmes à leur arrivée sur ce monde. Pendant ce temps, l'Onius et les autres affrontent un géant des collines à l'approche des terres maudites. Voyant qu'ils subissent encore des attaques pendant la journée, l'Onius estime qu'ils devraient s'y habituer, car le continent noir abritera certainement des créatures plus dangereuses de ce genre. L'Onius ordonne à Bargo d'utiliser son arc contre le monstre, mais Verdel les interrompt en disant qu'il combattra la créature à leur place. Après tout, ils n'ont pas de temps à perdre dans un endroit pareil. Sur ce, Verdel invoque un art d'épée sacrée pour rendre son épée encore plus puissante et obtenir un pouvoir divin. Quant au géant, il tente d'attaquer Verdel, mais en vain. Pendant ce temps, l'Onius explique aux autres que les paladins qui reçoivent un pouvoir divin voient leur capacité physique améliorée. De plus, le pouvoir d'éradiquer le mal remplit leur corps, et pour un paladin supérieur, cette puissance est encore plus grande, comparable à celle d'un dragon mineur. Ainsi, un géant des collines n'aurait aucune chance contre Verdel sous cette forme. Après quelques brèves attaques, Verdel finit par vaincre la créature, laissant tous ses compagnons impressionnés par sa force. L'Onius lui rend alors hommage et affirme qu'avec une telle puissance, ils pourront certainement accomplir la mission sans trop de difficultés. Mais même en entendant les paroles confiantes de l'Onius, Verdel affirme qu'il n'est pas certain de la victoire, car il risque de rencontrer divers dangers en chemin. Pendant ce temps, Atou voit Takuto manger un anka et lui suggère de manger quelque chose de plus sain. Cependant, Takuto dit qu'il en a assez de courir après ça, alors il préfère s'en tenir aux ankas. Au lieu de s'inquiéter pour lui, Takuto dit qu'il se soucie davantage d'elle. Après tout, Atou ne mange que de la salade, ce qu'il trouve anormal. Cependant, Atou lui dit que cela lui convient mieux. Laissant cela de côté, Takuto demande à Atou d'appeler Moltar et les autres quand ils auront fini de manger. Elle accepte alors, mais lui demande de développer le sujet de la réunion. Takuto explique que grâce à Longjambe, il connaît désormais bien les environs de la forêt et qu'il compte le consulter pour mieux comprendre comment réagir si la ville voisine les approche. Après tout, ce sont eux qui sont les plus susceptibles de découvrir l'existence du royaume de Minogra. Et même si cela peut les inquiéter un peu, Takuto demande à Atou de ne pas trop s'en faire. Après tout, rien n'indique que quelqu'un ait découvert son existence. Quant à Atou, elle lui conseille tout de même de ne pas baisser la garde, car le risque d'être surpris existe toujours. Au cours de la conversation, l'expression de Takuto change brusquement et il dit avoir senti la présence d'étranges individus dans le royaume. Et pour couronner le tout, il s'agit d'un groupe armé. Il demande à Atou d'aller voir les hommes et de leur demander de partir pacifiquement. Mais si cela ne fonctionne pas, elle a la permission de les attaquer. Pendant ce temps, l'Onius et les autres paladins s'approchent de la forêt, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent soudain une jeune fille. Verdel s'approche immédiatement d'elle et lui demande de se présenter. De plus, il lui dit de lui dire ce qu'elle fait point dans les terres maudites. Afin de ne pas éveiller les soupçons, Atou affirme qu'elle n'est qu'une elfe noire qui s'est réfugiée dans cette forêt avec l'unique intention de survivre. Cela dit, elle demande aux paladins pourquoi ils sont venus ici. Cependant, Verdel refuse de révéler leurs objectifs et lui ordonne de répondre d'abord à leurs questions. Ils veulent savoir ce qu'elle fait dans cette forêt. Atou répond qu'elle vit simplement aux côtés de ses frères, qui, comme elle, cherchent à survivre. À ces mots, Verdel annonce qu'ils vont s'enfoncer un peu dans la forêt, car ils doivent enquêter. Atou leur demande alors de ne pas le faire, car ses frères sont encore terrifiés par la situation dans laquelle ils se trouvent. Après avoir expliqué les raisons de son refus, Atou leur demande ce qu'ils cherchent dans une forêt aussi déserte et sombre. Verdel lui apprend que les paladins ont reçu une révélation divine, annonçant que la forêt est en grave danger en raison d'une calamité qui menace la région. Voyant Verdel révéler ce secret national, l'Onius le réprimande, affirmant que même en tant que paladin supérieur, son autorité et son pouvoir de parole sont limités. Bien que Verdel lui ait fait cette révélation, Atou leur demande néanmoins de ne pas pénétrer dans la forêt.
forêt. Après avoir échangé quelques mots avec la jeune fille, Verdel décide d'obéir à sa demande et conseille à ses compagnons de partir. Cependant, Lonius s'oppose à l'attitude de Verdel, affirmant qu'à partir de maintenant, il prendra le commandement de la mission et qu'ils devront donc pénétrer dans les terres maudites et poursuivre l'enquête. En entendant cela, Bargo et les autres décident de rester avec Lonius. Après tout, il est leur employeur, contrairement à Verdel, qui n'est qu'un simple collaborateur. Voyant qu'il compte aller à l'encontre de sa demande, Atout comprend qu'il devra régler les choses à la dure. Et en remarquant que la fille est une sorcière, Verdel lui demande délai messager revient au royaume et leur raconte ce qu'ils viennent de découvrir. Cependant, Bargo affirme que la dernière attaque de la sorcière a tué leur messager. Quant à Atout, elle prétend être le monstre qu'ils recherchent depuis toujours. Elle leur dit donc de cesser de tergiverser et d'attaquer immédiatement. Cependant, Lonius la fixe avec de grands yeux, ne montrant aucune envie de l'affronter. Verdel lui dit alors qu'ils doivent se battre, même s'il sait que l'ennemi sera un véritable défi. Et lorsqu'elle est attaquée par les hommes, Atout reste indemne et se moque de l'armée de Lonius, affirmant qu'au moins, ils ne lui font pas preuve de pitié, même s'ils ne peuvent lui faire aucun mal. Verdel se lamente alors, affirmant que tout s'est presque déroulé comme prévu. En entendant cela, Atout dit la même chose. Après tout, elle a presque réussi à les empêcher d'entrer dans la forêt. Mais tout a basculé lorsque Lonius a tenté de jouer les héros et a décidé de l'affronter. Quant à lui, Lonius ne comprend toujours pas ce qui se passe là-bas et demande ce qu'est une sorcière. Verdel explique alors que ses supérieurs lui ont ordonné de ne pas trop en dire sur l'affaire. Cependant, il réalise que la situation a atteint un point où il n'est plus logique de cacher quoi que ce soit. Il explique donc que lorsque le saint reçoit la révélation d'un monstre et que les échelons supérieurs la confirment, ce monstre est traité comme une calamité et qualifié de sorcière. Quant à la jeune fille qui se trouve devant eux, Verdel affirme qu'elle correspond à ce profil, ce qui le conduit à penser qu'elle est la sorcière qu'il recherche. Après avoir entendu toute cette explication, Lonius comprend enfin la situation dans laquelle il se trouve. Quant à Atout, sa patience est à bout et elle lui demande si leur conversation est terminée. Verdel, irrité par sa remarque moqueuse, affirme que lui et ses hommes ne l'ont pas encore abandonné. Mais alors qu'ils avancent vers elle, Atout leur reproche d'être trop lent et impuissant. Ils parviennent néanmoins à lui couper les tentacules, laissant Atout impressionné. Atout utilise alors les siennes pour attraper deux paladins et lui dit qu'elle les avait un peu sous-estimés. Après tout, ils se sont révélés plus forts qu'elle ne l'espérait. Mais maintenant qu'elle les a piégés dans ses tentacules, Atout demande comment ils vont l'attaquer dans cette position d'extrême impuissance. De plus, elle utilise les deux paladins capturés comme boucliers humains. Voyant cela, Lonius commence à perdre son sang-froid, mais Verdel lui conseille de rester calme. Après tout, il ne leur reste plus que deux tentacules à couper. Il leur suffit donc de couper les derniers pour achever la sorcière et assurer la paix dans le royaume. Ils se lancent alors à la poursuite de la sorcière. Voyant leur attaque s'intensifier, Atout reste sans voix, certaine d'être à l'abri si elle gardait les humains comme boucliers. Ne sachant que faire, Atout décide d'attaquer Verdel plus sérieusement. Verdel, déjà gravement blessé, exhorte Lonius à fuir au plus vite pour éviter de devenir la prochaine victime de la sorcière. Lonius, témoin de cette scène de chaos total, reste sans voix lorsque Verdel est projeté au sol. Se souvenant qu'ils lui ont coupé tous ses tentacules, Lonius se demande pourquoi la sorcière a réussi à l'attaquer. À ces mots, Atout dit qu'elle n'a jamais confirmé qu'elle n'avait que 6 tentacules. Au lieu de cela, elle leur a fait croire que ses tentacules étaient limités, alors qu'en réalité, elle peut les remplacer autant de fois qu'elle le souhaite, faisant d'elle un véritable monstre. Réalisant qu'elle jouait avec eux depuis le début, Lonius écarquille les yeux de peur et laisse tomber son épée, ne sachant plus comment procéder. Il ordonne alors à Bargo et aux autres de fuir dans des directions différentes, afin qu'au moins l'un d'eux puisse revenir vivant au royaume et raconter ce qui s'est passé. Quant à lui, Lonius affronte Atout de front et est surpris de constater qu'elle aussi est capable d'utiliser l'art sacré de l'épée. Atout prétend pouvoir l'utiliser simplement parce qu'elle a volé cette compétence à Verdel en le tuant. De plus, elle a également volé toutes les techniques qu'il avait perfectionnées. Dès qu'elle teste certaines de ces techniques, elle atteste qu'il était un homme digne d'être qualifié de puissant combattant, même s'il est mort d'une simple erreur. Lors de la confrontation avec Lonius, Atout révèle qu'elle a également réussi à voler les souvenirs de Verdel, ce qui lui permet d'obtenir des informations personnelles, comme les noms de sa femme et de sa fille, Marcha et Mina. En entendant cela, Lonius remarque qu'Atout gagne en puissance à chaque meurtre, faisant d'elle une assassinée. De son côté, Atout récite quelques-uns des derniers souvenirs de Verdel. Il était prêt à protéger tous ses compagnons jusqu'au bout, ce qui, pour Atout, démontre qu'il était vraiment digne d'assumer le rôle de paladin. Après avoir raconté cela au garçon, elle lui demande ce qu'il en pense. Lonius affirme alors que la volonté de Verdel est toujours présente en lui, et qu'il continuera donc à se battre pour assurer la survie de l'équipe. Mais soudain, Lonius entend un bruit mystérieux résonner non loin de là. Atout l'informe qu'elle a déjà ordonné aux elfes noirs de poursuivre les autres paladins et de ne laisser aucun homme s'échapper. En entendant cela, Lonius perd à nouveau son sang-froid et lance une attaque incontrôlée. Quant à elle, Atout affirme
affirme que s'il avait écouté Verdel, leur avenir aurait été bien différent, car l'Onius serait rentré sain et sauf auprès de sa famille et Verdel serait toujours en vie. Quant à la forêt et à elles aussi auraient vécu une ère paisible sans l'intervention des paladins dans leur foyer. Après avoir expliqué quel aurait été son avenir s'il n'avait pas agi dans le passé, Atou va maintenant révéler ce que sera son avenir. L'Onius et toute sa famille seront tués par elle. Cependant, elle ne se contentera pas de les tuer. Atou leur fera comprendre qu'elle les torturera jusqu'à ce qu'ils implorent la mort, et qu'alors seulement elle mettra fin à leur jour. Ce faisant, Atou promet de tuer les habitants de chaque ville traversée par les paladins en route vers le continent noir. Et même si elle sait que cela n'a pas beaucoup de sens, Atou a toujours l'intention de tuer ces gens qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé dans la forêt. Et si quelqu'un lui demande pourquoi elle attaque, elle répondra qu'elle les tue à cause des actions stupides de l'Onius. En entendant cela, il lui ordonne d'arrêter, mais Atou affirme qu'il sera tué pour l'avoir défié. Après tout, tous ceux qui la sous-estiment ne méritent que la mort. Sur ce, l'Onius implore à nouveau sa clémence, lui demandant d'arrêter de faire ça. À cela, Atou dit qu'il est sûr que l'Onius était une bonne personne, qui croyait en son dieu et aimait à la fois sa famille et la nation. Cependant, Atou fait clairement comprendre qu'il déteste les gens qui pensent qu'ils sont justes. À cause de cela, elle le tuera. Mais d'abord, Atou demande à l'Onius d'assister à la mort de sa famille depuis le siège VIP qu'il occupera au paradis. Plus tard, après la mort de l'Onius, Atou est approché par les elfes noirs, qui confirment la mort des personnes qu'elle leur a ordonné de tuer. Atou félicite leur bon travail, et affirme que le roi sera également heureux de l'apprendre. Elle propose donc d'aller annoncer la nouvelle à Takuto, et charge les elfes noirs de se débarrasser des cadavres. Mais avant de partir, Geia lui demande si elle va vraiment commettre tous les actes maléfiques dont elle a parlé à l'Onius, et Atou répond non. Après tout, elle se considère toujours comme une pacifiste, et dans ce cas précis, elle n'a fait qu'exercer une pression psychologique sur sa victime avant de la tuer. Au cours de la conversation, Geia remarque son étrangeté et lui demande si quelque chose ne va pas. Atou lui révèle qu'elle doit immédiatement informer Takuto d'une chose importante. Elle s'approche de lui et lui mentionne l'entité, sorcière, dont les paladins ont parlé pendant le combat. En entendant ce terme, Takuto est perplexe, n'en ayant jamais entendu parler auparavant. Atou explique alors qu'ils ne sont définitivement plus dans le monde du jeu normal. Et si les mécanismes de jeu restent en partie les mêmes, Atou précise qu'ils ne peuvent pas compter là-dessus indéfiniment. Après tout, le monde pourrait bien changer de fonctionnement à un moment ou à un autre. Cependant, même si cela est préoccupant, Atou affirme que le fait que le monde soit différent du jeu présente aussi des avantages. Dans ce cas précis, elle évoque la modification rapportée à sa capacité spéciale. Elle est désormais capable de voler non seulement les capacités de ses cibles, mais aussi, dans une certaine mesure, leurs souvenirs. Takuto comprend alors qu'elle a raison. Après tout, c'est précisément parce qu'ils ont utilisé sa nouvelle capacité qu'ils ont découvert la situation précaire de Qualia qu'ils ont apprise. Takuto propose alors qu'il puisse se détendre un peu et progresser lentement, mais Tatou lui rappelle qu'il pourrait subir des représailles s'il tue les paladins. Mais en entendant cela, Takuto dit qu'ils n'ont même aucune information sur le royaume de Minogra. Par conséquent, il garantit qu'ils ne seront pas dérangés par Qualia. Par conséquent, la seule chose qui l'inquiète est la soi-disant perturbation du Nord. Après tout, il croit qu'elle a été causée par une sorcière. En cela, Atou confirme sa déduction, car il aidait après les souvenirs qu'elle a volés, elle ne peut cependant obtenir aucune information supplémentaire. Après tout, même Qualia ne semble pas savoir grand-chose sur cette mystérieuse sorcière. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'elle a causé des dégâts considérables aux villes de la province du Nord. De plus, Atou a également obtenu des informations selon lesquelles le royaume de Qualia appelle cette entité Erakino, la sorcière siroteuse. Takuto, quant à lui, réfléchit un peu et en déduit qu'Erakino est venu au monde de la même manière qu'eux. Considérant que cette sorcière possède le pouvoir d'une armée et que le royaume de Qualia est leur nouvel ennemi, Takuto réalise qu'il est temps pour eux de donner naissance à un nouveau héros. Bien qu'il ait prévu de mettre au monde Isla, Takuto reconsidère cette idée et estime que la meilleure solution est de faire venir le héros le plus puissant possible. De plus, il envisage de s'allier à une autre nation, et comme ils sont liés au mal, Takuto réalise qu'ils devront s'allier à un royaume neutre, en l'occurrence le royaume de l'Est. Au cours de la conversation, Atou commande son traitement envers les paladins, affirmant qu'elle est peut-être allée un peu trop loin avec eux. Cependant, Takuto lui fait comprendre qu'il ne serait jamais offensé par ce qu'elle a fait, et lui dit que tout va bien. À ces mots, Atou est ému et lui promet qu'il le soutiendra toujours et de toutes ses forces. En voyant le résultat final du château, Takuto est enthousiasmé par la nouvelle construction de son royaume. Cependant, même s'ils ont construit un château dans le royaume, l'une des parties les plus importantes de la nation, Atou dit qu'ils ont encore une montagne de problèmes à résoudre. Elle admet toutefois qu'ils ont déjà fait de grands progrès dans la construction du royaume. Mais après avoir entendu cela, Takuto annonce qu'il prévoit d'augmenter le temps d'agrandissement du château une fois qu'ils seront partis. En entendant cela, Atou s'enthousiasme encore plus et déclare qu'ils doivent construire un palais immense, si gigantesque qu'il percera les cieux et s'y enracinera
plaira profondément. Quant aux vassaux qui les servent, ils seront de grands héros, déterminés à faire ce qu'ils veulent. En l'occurrence, leur désir devrait être de servir le royaume de toute leur force. Takuto, quant à lui, commence à s'enthousiasmer pour cette idée, mais il est bientôt interrompu par Atu, qui se souvient d'un problème majeur qu'elle a négligé. Atu se souvient qu'ils n'ont toujours pas de serviteurs à leur service. Takuto réalise alors qu'elle a raison, et Atu commence à s'en vouloir, se disant une servante ratée. Mais la voyant sans vouloir autant, Takuto lui répond qu'elle exagère. Après tout, cela ne l'a même pas dérangé. Cependant, Atu insiste et lui demande de faire toutes les demandes qu'il souhaite afin qu'elle puisse se racheter de cette erreur colossale. Takuto se contente alors de demander une servante facile à aborder, car tout ce qui va au-delà est un luxe. Au-delà, Takuto affirme qu'il ne veut qu'une servante capable de comprendre un tant soit peu les elfes noirs. Après tout, il veut être le roi le plus amical possible. En entendant cela, Atu lui demande un peu plus de temps, car elle est déterminée à trouver la servante idéale pour le royaume de Minogra. Mais dès qu'il la remarque avec enthousiasme, Takuto commence à s'inquiéter, se rappelant qu'un enthousiasme excessif ne mène à rien de bon. Au bout d'un moment, elle convoque Moltar et des elfes noirs et leur demande de rassembler autant de filles que possible dans le royaume, car Takuto compte bien les utiliser. Mais en entendant Atu parler de manière aussi suggestive, Moltar se méprend. Atu, quant à elle, affirme que son plan est de laisser les filles comme servantes de Takuto afin qu'il puisse s'entraîner à la conversation et discuter plus librement avec les elfes noirs. Quant à Moltar, il est pris de sueur froide et lui demande pourquoi elle pose cette question. Atu envenime la situation en affirmant que son roi aime les jeunes filles. Après qu'elle lui ait expliqué la situation, Moltar comprend enfin le malentendu et comprend que le roi souhaite simplement se détendre un peu en discutant avec les elfes noirs. Et pour cela, il doit commencer à parler aux jeunes filles. Quant à Geia, il explique que les enfants ont souvent des idées plus absurdes, mais qu'il ne faut pas les ignorer, car elles peuvent déclencher des révélations chez les adultes. Mais au-delà de ça, Atu lui rappelle qu'il manque de main-d'œuvre et qu'il faut donc mettre même les plus jeunes au service du roi. Cependant, ils n'accepteront que des tâches simples, puisqu'ils sont enfants. En entendant cela, Geia dit qu'ils peuvent aussi embaucher des garçons, car il n'y a pas besoin de filles. Cependant, Takuto explique qu'il ne choisit que des femmes pour une autre raison. Il veut leur offrir plus d'opportunités. Et bien que cette réponse désespérée ne soit pas bien accueillie, Takuto parvient à les convaincre, et Moltar loue sa politique inclusive, soulignant qu'il pense déjà à l'avenir de la nation. Et avec tout discuté, Atu met fin à la conversation, et il leur demande d'amener leur fille au plus vite. On les lui confie, mais elles se mettent à pleurer, ce qui met Takuto mal à l'aise avec tout ce bruit. Le voyant si bouleversé, Atu lui rappelle que les enfants ne sont que des enfants, et qu'il devrait donc être plus patient avec eux. Quant à Moltar, il dit qu'il a déjà amené tous les enfants du royaume, et qu'il va donc falloir les adapter pour qu'ils puissent voir le roi sans pleurer. Cependant, Geia se souvient qu'ils n'ont pas amené les jumelles, mais Moltar affirme que les deux enfants ne seraient pas aptes à servir le roi. Mais même en sachant cela, Atu affirme qu'ils auraient dû amener les enfants au roi. Geia s'avance alors, affirmant qu'elle a amené les jumeaux même sans la permission de Moltar. Contrairement à un certain vieil homme, il a toujours 2 coups d'avance, pensant toujours être le meilleur serviteur possible de son roi. Remarquant la tension entre les deux, Atu leur demande d'arrêter le combat. Geia décide alors d'accélérer le processus et amène les jumeaux au roi. Elle se présente comme étant Karia et Maria. Remarquant une marque violente sur le visage de l'une des jumelles, Atu lui demande d'où elle vient. Karia affirme avoir reçu cette marque à cause d'une maladie et Takuto compatit avec elle. Cependant, elle lui fait clairement comprendre qu'elle la méritait. Après tout, la maladie a été causée par une épidémie, et selon elle, Karia estime que, victime de l'épidémie, elle a dû faire quelque chose pour la mériter. Quant à Maria, elle affirme avoir commis un acte terrible, dévorer sa propre mère, affamée par la destruction du foyer des elfes noirs. Voyant que le roi est plus docile que son image sombre ne le laisse supposer, Maria se sent à l'aise et se dit prête à prendre soin de lui, même si elle sait que la tâche risque d'être difficile. Voyant qu'elle est prête à le servir, Takuto lui annonce qu'elle se portera candidate à la tête de la grande nation de Minogra. Pendant ce temps, Atu remarque que le roi a une conversation peu digne avec quelqu'un, ce qui la laisse stupéfaite. Poursuivant la conversation, Takuto demande à la jeune fille si elle n'a pas peur de lui, et Karia répond que son seul devoir est d'accompagner sa sœur aînée, afin de ne pas être intimidée en sa présence si Maria décide de rester sa servante. Ayant pris cette décision, Takuto dit qu'ils peuvent commencer à s'occuper des tâches qu'il leur a assignées. Cependant, Moltar intervient dans la conversation pour faire une petite observation. Il les informe que les 2 filles n'ont pas pleuré une seule fois depuis la mort de leur mère, ce qui, à son tour, peut être considéré comme un point négatif, car cela révèle une certaine froideur chez les sœurs. À un autre moment, Atu réunit Emle et les autres elfes et leur demande de faire leur rapport. Emle est la première à se lever et annonce que, maintenant qu'ils ont terminé la construction du palais, ils vont faire une pause. Emle suggère donc de commencer la construction d'un nouveau bâtiment, car ils auront plus de temps pour le faire. Atu rappelle ensuite à Takuto le bâtiment qu'ils étaient censés construire lors de la réunion d'il y a quelque temps et suggère d'aller de l'avant, auquel cas ils devraient commencer la construction de la clinique immédiatement. Takuto approuve l'idée, car une clinique a non seulement un coût de production très faible, mais garantit également la santé et la sécurité de ses citoyens. Et continuant avec Emle, elle dit qu'elle est responsable des ressources du royaume, puis dit que la collecte interne de nourriture et de matériaux du royaume se déroule bien.
Rien d'extraordinaire. Cependant, ils auront besoin de plus de mana pour gérer cela. Entendant cela, Atu suggère de construire davantage de bâtiments et de faire des recherches pour augmenter la production de mana, car c'est une ressource rare et cruciale. Et puisqu'elle en parle, elle demande le rapport sur la magie militaire. Moltar se lève, prétendant être responsable de cette zone. Et bien qu'il soit le seul capable d'utiliser cette ressource pour le moment, Moltar les assure qu'avec de l'entraînement, ses subordonnés seront capables d'en faire autant. Quant à Atu, elle explique que leurs recherches porteront sur les 6 éléments principaux de la technologie magie. Après tout, ils n'utiliseront pas trop de ressources de mana pour les affaires internes du royaume, car cela irait à l'encontre de la politique du roi. Après avoir abordé la magie militaire, Gia se permet de poursuivre la conversation, annonçant qu'elle a quelque chose à signaler. Elle informe le roi que 5 nouveaux longjambes ont rejoint les forces du royaume et qu'ils surveillent actuellement le territoire connu entourant les terres maudites. En entendant cela, Atu demande à Gia d'envoyer les longues jambes patrouiller la frontière du royaume. Après tout, elle seule est capable de protéger toute la nation Minogra. Mais Atu ajoute qu'ils étudient déjà la création d'un nouveau héros pour qu'elle n'ait pas à protéger le royaume seul. Takuto informe alors tout le monde qu'il compte invoquer Isla, la reine des insectes. En entendant cela, Atu demande à Moltar de lui faire un rapport sur les ressources nécessaires à l'invocation de ce nouveau héros. Dans ce cas, ils n'auront besoin que de mana. Ils possèdent déjà les autres ingrédients nécessaires. À la fin de la réunion, Takuto félicite tout le monde, affirmant qu'il se consacre pleinement aux tâches du royaume. À un autre moment, les jumeaux commettent une erreur et déchirent un document devant le roi. Ils s'excusent pour leur action désastreuse, mais Takuto leur sourit et affirme que tout va bien. Traité avec tant de gentillesse malgré une erreur, Maria, perplexe, demande au roi s'il est mauvais. Il répond que seul son alignement est mauvais. Entendant cela, Maria demande pourquoi il ne tue pas les elfes au lieu de les aider. Après tout, c'est ce qu'on attend d'un être mauvais. Quant à Karia, elle intervient et lui demande pourquoi il fait preuve d'autant de clémence envers eux. Cela met Maria en colère, qui veut qu'il révèle sa véritable nature et se montre méchant envers eux. En entendant cela, Takuto explique que les bonnes personnes ne peuvent faire que des choses tout aussi bonnes, car il est contre leur nature de faire le mal. Or, les personnes maléfiques peuvent faire à la fois le bien et le mal, ce qui les libère. Takuto est donc une mauvaise personne, mais il a choisi d'être gentil avec les elfes noirs. Cela dit, il remarque que les erreurs commises jusqu'à présent par les sœurs, comme le fait d'avoir déchiré le document, étaient intentionnelles. Incapable d'accepter le meurtre de leur mère, elles recherchent probablement la mort. Elle pensait qu'irriter Takuto entraînerait leur mort en guise de punition pour ses erreurs. Au lieu de cela, Takuto exhorte les filles à rester fortes et en vie, afin qu'elles puissent un jour rendre leur mère fière. À un autre moment, Atu aborde Takuto pour lui parler d'une ville appelée Dragontan, une nation neutre et multiraciale composée principalement d'humains et d'hommes-bêtes. D'après ses recherches, la nation utilise un système parlementaire dirigé par des chamans appelés porteurs de bâtons. Après avoir entendu les détails de la ville, Takuto s'enthousiasme pour une éventuelle alliance, car les villes aux races diverses ont tendance à être plus ouvertes aux étrangers. Poursuivant son rapport, Atu informe que la ville semble abriter une mine de filons de dragon, un minerai capable de produire du mana. Mais au-delà de cela, Atu précise que le site est constamment attaqué par les monstres de la mine, ce qui facilite d'autant plus une alliance avec eux, car Takuto peut offrir une aide militaire à la ville. En allant à Dragonta, Atu rencontre certains habitants sont tendus, jusqu'à ce qu'un garçon nommé Pépé arrive et parle à Atu normalement, l'ayant reconnu après un long moment. Le groupe d'Atu conclut alors un accord avec les habitants de Dragonta et ensemble, ils marchent jusqu'à Takuto, qui demande audience à ce dernier. En chemin, Atu s'étonne qu'il demande audience à son roi. Après tout, celui de Mignola venait d'envoyer une délégation à Dragonta. Pépé, quant à lui, se met à parler trop fort tandis que les adultes discutent d'importantes questions diplomatiques. Dans ce livre, Tukapoli, l'un des habitants du royaume de Dragonta, s'excuse pour l'acte du garçon qui n'arrête pas de parler, et en entendant cela, Atu ignore ce fait et se concentre uniquement sur les hommes de Tukapoli, qui d'ailleurs sont tous restés en arrière. Dans ce livre, Tukapoli explique que le miasme est trop fort pour que leurs soldats puissent le gérer, ils ont donc dû rester en arrière. Et en pensant davantage au roi qu'elle est obligée de rencontrer, Tukapoli devient curieuse et légèrement effrayée de ce qui l'attend, car si Atu est déjà une personne terriblement forte, le roi qu'elle suit sera certainement plus fort et plus effrayant. En présence de Takuto, Tukapoli reste sans voix, incapable d'en identifier la force. Il est, en l'occurrence, la transparence des ténèbres. Elle commence à souffrir et devient incrédule face à cette créature terrifiante qui vient d'arriver dans la région. Se rappelant avoir choisi de se retrouver dans cette situation, elle la regrette encore plus. Quelques minutes auparavant, Pep et ses soldats affrontaient un géant. Soudain, ils parviennent à achever l'ennemi. Pep, lui, grimpe sur lui, le sourire aux lèvres, tandis que les soldats admirent la bravoure du prêtre Pep et se sentent plus en sécurité en sa présence. Voyant ses soldats le couvrir d'éloges, Pep continue de se vanter et leur demande de parler encore plus de lui. Tandis qu'il est distrait par toute cette pluie d'éloges, Pep est surpris par le géant, qui commence à se relever et le fait tomber. Le géant attaque alors le garçon, mais Pep parvient à
à le piéger avec sa magie, et les soldats achevèrent l'ennemi une fois pour toutes. Peu après le combat, Tokapoli se rend sur place et commence à se plaindre de la situation, exigeant des explications de Pep pour tout ce désordre. Sur ce, le garçon entame la conversation en appelant sa grand-mère, ce qui agace profondément Tokapoli. Cependant, elle ignore rapidement le commentaire du garçon et commence à le sermonner, lui disant qu'il est le seul jeune homme du royaume à avoir un bâton, qu'il devrait donc honorer sa position de leader et être un meilleur leader. Voyant cela, Pep déclare qu'il suivra son conseil. Cependant, Tokapoli dit qu'elle est toujours inquiète pour l'avenir du garçon, car elle pense qu'il lui faudra du temps pour se rétablir. Elle lui rappelle également qu'il s'apprête à se rendre dans les terres maudites. Après tout, les anciens ont déjà prédit l'apocalypse qui s'y déroulerait, et qu'ils doivent donc s'y rendre pour enquêter. Si ces attaques barbares se poursuivent, Dragontan sera condamné à succomber, car c'est une petite ville avec une armée réduite. De plus, Tokapoli affirme qu'ils ignorent même si la cause des attaques vient réellement des terres maudites. Ils doivent donc se dépêcher et faire l'enquête dans la forêt dès que possible. Et en voyant cela, Pep souhaite bonne chance à tous ceux qui entreprendront ce voyage dans la forêt des terres maudites, sortant déjà son corps. Cependant, Tokapoli dit que le garçon les accompagnera également dans ce voyage. Et en revenant au présent, Tokapoli regrette d'avoir emmené Pep avec elle. Après tout, si elle avait su à quel point la situation serait dangereuse, elle aurait choisi de le laisser dans le royaume. Mais au lieu d'être effrayé par la situation, Pep salue Takuto normalement et leur demande d'être amis. Et en voyant cela, Tokapoli commence à désespérer et s'attend à la pire réaction de Takuto. Mais au lieu d'être juste avec la façon dont le garçon lui a parlé, Takuto le salue en retour et dit qu'ils peuvent en effet être amis. Et à l'heure du repas, Pep s'avère être un garçon très proactif, et Takuto observe le garçon de loin, et remarque que les compétences sociales de Pep sont, en fait, incroyables. Après tout, le garçon a même commencé à s'intégrer à tout le monde, quelque chose que Takuto ne pourrait jamais le faire. Et quand il se souvient maintenant qu'ils sont amis, Takuto est confus à ce sujet, car il ne sait pas comment gérer un ami, puisque c'est son premier. Et donc il commence à penser à quelque chose qu'il peut faire pour s'intégrer aussi, et décide finalement de demander à Pep de participer à un jeu avec lui, mais dès qu'ils entendent cela, tout le monde réagit avec étonnement à la proposition du roi, car il trouve cela très agréable venant d'un être avec cette aura lourde. Et quant à Pep, il accepte la proposition de Takuto, et les deux prennent chacun une base de fleurs et jouent à un tir à la corde, pour voir lequel d'entre eux brise la base de l'autre, et à la fin de la partie, Pep sort victorieux, ce qui laisse à son tour Tokapol étonné, et quant à Takuto, il est excité par ce jeu, et demande au garçon de le laisser avoir sa revanche, et quand ils vont à un autre jeu, Takuto est impressionné par la facilité avec laquelle Pep a appris l'un des jeux qu'il a proposé, et quant au garçon, il fait l'éloge du jus de pomme du roi de Mignorat, ainsi que du jeu auquel il joue. Il dit donc qu'il est heureux d'avoir eu l'opportunité de visiter ce royaume. Et après avoir réfléchi un peu plus, Pep suggère que Takuto vende ce jeu à leur pays, car il est sûr que ses compatriotes l'adoreront. Et voyant le garçon essayer de négocier avec Takuto sans même avoir l'expérience ou les manières de le faire, Tokapol essaie d'attirer l'attention du garçon. Mais Takuto se souvient qu'il avait déjà prévu d'ouvrir son entreprise. Il est donc heureux de voir que Pep a déjà évoqué ce sujet, afin qu'il puisse en profiter pour faire avancer ce projet. Et même si c'était amusant de jouer avec Pep pendant ces quelques minutes qu'ils ont passées ensemble, Takuto décide de mettre le jeu de côté pour parler de questions commerciales. Et à la tombée de la nuit, Pep commence à se sentir plus détendu en présence de Takuto et de ses nouveaux amis. Et en voyant cela, Tokapol lui ordonne de rester en alerte. Après tout, ils ne peuvent toujours pas faire entièrement confiance à ces gens qu'ils viennent de rencontrer. Soudainement, Atto commence à interroger Tokapol sur la raison pour laquelle elle est allée du côté de Mignorat. Et Tokapol commente la récente attaque barbare qui s'est produite dans son pays. Et selon ses soupçons, pour découvrir ce qui peut être à l'origine de ces attaques, elle doit enquêter sur les terres maudites. Et au fur et à mesure que la conversation progresse, Takuto en déduit que le père de Tokapol ne doit pas avoir une puissance militaire très forte. Et en voyant qu'il a découvert cela, Tokapol devient moins confiante, car comme Takuto a découvert qu'il venait d'un pays faible, et cela pourrait finir par rendre leurs négociations difficiles, alors elle essaie de cacher les faits, en disant que Formigao est capable de mettre fin aux monstres s'ils le veulent. Après tout, le seul problème est le comportement étrange des monstres, qui pour Tokapol doit être étudié. Mais en la voyant mentir délibérément, Pépé finit par laisser échapper la vérité, et dit qu'en fait, ils ont été envoyés pour enquêter sur les terres maudites pour empêcher leur pays de succomber, car ils doivent étudier les attaques pour trouver un moyen de mieux les gérer. Et en découvrant la vérité, Atto essaie de rassurer Tokapol, en disant que Mignorat n'a aucune intention de nuire à son pays, car même s'ils sont des êtres maléfiques, Atto assure qu'ils ne travaillent que pour le bien-être du royaume de Mignorat. Par conséquent, Tokapol peut être calme face à toute attaque de leur part. Et de plus, Atto affirme que si l'attaque des barbares se poursuit et que Dragontan tombe, la prochaine nation à être détruite sera Mignorat. Atto affirme donc que cette affaire les concerne également. Bien qu'Atto manifeste son désir de les aider, Tokapol reste méfiant quant à leurs intentions. Atto s'adresse à Takuto et lui demande ce qu'il pense de l'idée d'aider Formigal. Takuto, à son tour, approuve et affirme que les amis devraient s'entraider. En entendant cela, Pébé sourit et dit qu'elle attendait déjà l'aide de Takuto. Cependant, Tokapol reste méfiante et demande ce qu'ils attendent en retour. Atto va droit au but et explique qu'ils sont intéressés par la mine du filon du dragon. Dans ce cas, ils souhaitent convertir le mana pur de la mine en éléments spécifiques. Cependant, en entendant cela, Tokapol affirme que cette technologie
prendra encore 10 ans à être prête. En regardant de côté, elle remarque PB, l'air innocent. Cependant, Tokapol dit que le garçon est l'espoir de son royaume, et même s'il est un enfant, il est l'espoir de tout le royaume, bien que, pour l'instant, il ne soit qu'un idiot. Et de plus, elle informe que PB a la capacité de discerner la nature de n'importe qui, ce qui, à son tour, leur donne un avantage gigantesque. Par conséquent, Tokapol lui jette la responsabilité de les diriger et d'agir. Et cela, PB indique clairement qu'il a déjà pris une décision depuis le début. Dans ce cas, il veut rejoindre le royaume de Mignora, se lier d'amitié avec Takuto et son peuple, et à un autre moment, les habitants de Dragontan et de Mignora discutent de certaines questions diplomatiques entre les deux pays, et pendant la négociation, Takuto note que sans PB, les négociations seraient dans des sphères plus anodines, et il ne discuterait même pas des questions commerciales entre les deux nations, et au fur et à mesure que les négociations progressent, les jumeaux demandent plus d'informations sur le pays de Fornegal, pour mieux comprendre à quoi ils ont affaire. Après tout, négocier avec un pays qu'ils connaissent à peine serait une attitude très hâtive. Par conséquent, ils décident d'aller dans le pays pour mieux le connaître. Mais d'abord, ils doivent trouver un moyen d'envoyer un message à Dragontan. Dans ce cas, Rato est prêt à se rendre sur place pour envoyer un tel message. Et là, Moutard lui suggère de ne pas le faire. Après tout, Rato est fondamentalement la personne la plus importante du royaume après Takuto. Par conséquent, envoyer une personne importante d'une nation à une autre est une exagération qui peut générer de la méfiance chez Dragontan. Dans ce cas, les jumeaux sont prêts à aller à la place de Rato, car, même s'ils peuvent être en danger en chemin, ils veulent être d'autres pour lui. Et en voyant que Takuto a cédé aux ordres de quelqu'un d'autre, Rato se met en colère contre lui et commence à faire du drame sur la situation. Et dans ce cas, Takuto essaie de la ranimer en disant que tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent était avec son aide. Par conséquent, il dit qu'elle est la seule personne dont il a besoin. Et en entendant cette dernière phrase, Rato commence à voyager dans ses pensées, imaginant une vie avec lui, et à un autre moment, Takuto emmène les jumeaux à la clinique du royaume pour leur montrer l'unité qu'il vient de produire. Takuto emmène les jumeaux voir la clinique et explique plus en détail le fonctionnement de l'endroit. Les filles lui demandent s'il est malade, et Takuto répond que non, expliquant qu'elles sont là uniquement parce que leur escorte est passée. En ouvrant la porte, Takuto est accueilli par 3 hommes masqués, heureux de le voir et l'appelant un roi puissant. Atu remarque les 3 hommes avec suffisamment d'enthousiasme et déclare qu'ils sont approuvés pour être les subordonnés de Takuto. Quant à lui, Takuto se dit également impressionné par cette expérience. Après tout, il les avait déjà préparés au pire, et les voir de son côté le réjouit. De plus, Atu affirme que les compétences des 3 hommes sont déjà suffisantes pour assurer la garde. Takuto est d'accord avec elle, mais précise qu'il ne s'attendait pas à devoir les utiliser sitôt. Quant aux jumeaux, ils ne comprennent pas qui sont ces hommes. Alors Takuto explique qu'ils sont médecins de combat et que, de ce fait, ils sont naturellement capables de soigner les blessures et les maladies, mais aussi de combattre et de protéger tous les habitants du royaume. Atu, quant à elle, décide d'aller droit au but et explique aux médecins que le roi a un message pour eux et qu'ils doivent donc être très attentifs. Dans ce cas, ils doivent protéger les sœurs jumelles tout en les emmenant à Dragontan et observer la culture et l'état actuel de ce pays. Entendant la mission, les médecins sont enthousiastes et acceptent immédiatement la tâche, affirmant qu'ils l'accompliront avec brio. Après tout, ce sont des êtres humains exemplaires. Voyant leur enthousiasme, Takuto décide de les enthousiasmer encore plus en promettant de les récompenser pour avoir protégé les sœurs. Il donne alors à chacun des médecins un nom humain, Ichiro, Jiro et Saburo. En recevant leurs noms, les 3 hommes masqués sont encore plus excités, car ils sont fanatiques des humains. Takuto réalise alors qu'il a un peu exagéré la récompense, et Karia est légèrement surprise de voir les hommes si excités par de simples noms. Atu compatit à la surprise de la jeune fille et dit à Karia de la contacter si jamais elle se retrouve en difficulté. Pendant ce temps, Antique, la mère de Dragontan City, commence à taper du poing sur la table de colère, se sentant incapable de gérer le fardeau de la ville. De plus, elle a fini par perdre la face en pensant qu'être mère signifiait une vie libre, alors que c'était tout le contraire. Elle continue de hurler, implorant que quelqu'un mette fin au monde pour elle. Se rappeler qu'elle doit s'allier aux forces des ténèbres pour protéger la ville la rend encore plus furieuse. Après tout, elle n'avait jamais entendu parler du royaume de Minogra. Soudain, un employé du maire entre dans la pièce pour lui parler et annonce à Antique que des gens dehors souhaitent la rencontrer. Entendant cela, elle demande si ses visiteurs ont un rendez-vous, ce à quoi l'employé répond que non. Antique prie alors l'employé de les renvoyer. Après tout, elle ne reçoit que ceux qui prennent rendez-vous à l'avance, car elle considère son temps plus précieux que l'or. Quiconque tente de l'interrompre doit donc être tué immédiatement. Voyant Antique si irrité, l'employé prend peur, mais insiste pour poursuivre la conversation, affirmant que les visiteurs se sont présentés comme des émissaires de Minogra. L'irritation d'Antique s'accroît avec son employé et dit qu'elle aurait dû l'informer. Ceci se passe dès le début de la conversation afin d'éviter tout malentendu. Cela dit, elle se rend auprès des émissaires de Minogra, le sourire aux lèvres, masquant son irritation quelques secondes auparavant. Mais, sentant une aura pesante émaner des 3 hommes, Antique se demande ce qui se passe, mais change d'expression pour tenter de dissimuler sa méfiance. Antique exprime sa gratitude pour le voyage à Dragontan juste pour leur rendre visite. Mais en voyant ses filles apparemment innocentes accompagner ces hommes, Antique s'interroge sur leur sort. Cependant, sa plus grande inquiétude
inquiétude concerne les hommes qui se cachent derrière ces filles. Après tout, Antique a entendu parler d'une unité d'assassins elfes noirs, donc ces hommes pourraient en être les auteurs. Soudain, Caria demande à dire quelque chose, et Antique remarque qu'elle est fixe trop, et il s'excuse. Au cours de la conversation, Antique se souvient que Tonucapoli avait mentionné 2 sœurs elfes, formées par le roi en personne pour devenir de futurs dirigeants. Antique réalise enfin qu'il se tient devant les sœurs à cet instant précis. Elle se demande alors ce que font les 2 filles les plus importantes de Minogra à Dragontan. Giro décide alors de poursuivre la rencontre à la place des jumelles, explique que leur visite actuelle répond à l'invitation de Pépé. Elles sont donc comme des étudiantes venues à Dragontan pour étudier le mode de vie d'une autre nation. Antique est soulagée de découvrir que leur raison d'être à Dragontan était plus simple qu'elle ne l'imaginait. Quant à Giro, il affirme que leur voyage à Dragontan n'est que la première étape vers la construction d'une amitié entre Minogra et Dragontan. Voyant qu'ils ne sont pas en visite d'affaires, la tension d'Antique s'apaise et Giro lui demande de les traiter comme de simples touristes. Antique réalise qu'elle a eu de la chance, mais elle entend rester prudente avec les jumeaux, car il reste 2 personnalités importantes d'une autre nation. Tout faux pas pourrait donc nuire à l'image de Dragontan auprès de Minogra. Cependant, l'un des jumeaux demande au maire de leur faire visiter la ville, ce qui permet à Antique de les contacter plus étroitement. Et même si cela peut être une mauvaise chose, Antique croit pouvoir saisir cette occasion pour s'entendre avec les 2 filles, en prenant bien soin de ne pas les contrarier. Pendant ce temps, Takuto observe la mission de loin et se réjouit de constater que tout se déroule comme prévu. Et puis, à la tombée de la nuit, Antique dit au revoir aux filles et elle se dirige vers une auberge pour faire le point sur l'enquête du jour. Maria explique alors que les seules choses qu'elle a entendues des habitants de Dragontan sont négatives, car ils se plaignent tous de manquer de nourriture et de craindre les ennemis qu'ils pourraient rencontrer hors du royaume. Soudain, au milieu de la réunion, l'un des hommes masqués tend une plante à Maria. Caria reconnaît l'herbe popile et explique que cette plante peut provoquer une grande euphorie et des hallucinations, raison pour laquelle la plupart des pays en ont interdit l'usage. Après avoir découvert de quoi il s'agit, l'homme masqué décide de la jeter. Cependant, Caria affirme que la plante est en bon état et ne présente pas de trous d'insectes, ce qui la laisse penser qu'elle a été cultivée. Mais malgré tout, les hommes se rendent compte qu'ils doivent rester prudents point avec tout, même s'ils ne font que du tourisme. Et le lendemain, les jumeaux sont emmenés à la mine du filon du dragon. Et là, ils sont émerveillés par les cristaux qui s'y trouvent. Soudain, un homme s'approche d'eux et leur explique que l'herbe à Popil pousse juste là. Il s'excuse de cette intrusion soudaine et se présente comme Vesta Curclin, un simple homme d'affaires de la ville. Voyant cet inconnu s'approcher, Caria lui demande de quoi il souhaite discuter. Vesta répond qu'en tant que marchand, il souhaite évidemment discuter affaires avec eux, puis leur demande s'ils seraient disposés à cultiver de l'herbe à Popil avec lui. En entendant cela, Caria s'enquiert des avantages qu'il pourrait apporter à Minogra s'il l'aidait. Vesta explique alors que l'herbe à Popil se vend à un prix élevé. S'il l'aide à la cultiver, Minogra recevra une part de ses bénéfices. Mais au-delà de cela, Vesta fait clairement comprendre qu'elle peut leur faire d'autres propositions, mais il affirme que le moment n'est pas propice. Dans ce cas, Vesta demande aux filles de retourner au même endroit après le coucher du soleil. Plus tard, les jumelles rencontrent Antique pour une nouvelle rencontre. Au cours de la conversation, Antique demande aux filles de la présenter sous son meilleur jour au roi de Minogra. Soudain, Vesta entre dans la salle de réunion, accompagné de ses hommes de main. En le voyant, Antique s'inquiète et lui demande ce que lui et ses hommes font là. Il dit ensuite qu'il n'est là que pour entendre la réponse des jumelles à sa proposition de cultiver des herbes Popil. En découvrant que les filles concluaient des accords avec Vesta à son insu, Antique sent le danger planer. Si les forces des ténèbres s'allient à une ordure comme Vesta, la situation pourrait devenir très grave à Dragontan. Caria réalise alors que Vesta est vraiment un homme indigne de confiance et déclare qu'il est impossible qu'elle travaille avec lui. Vesta ne semble pas ravie de ce refus. Caria dit alors à Antique qu'ils devront gérer ce désordre seuls. En entendant cela, les hommes masqués se retrouvent face à Vesta et ses acolytes. Vesta sort alors de sa poche une injection contenant une substance addictive qui rend impossible la survie sans elle. Le voyant aller trop loin, Caria rappelle à Vesta qu'en les attaquant, il se fait pratiquement un ennemi de Minogra. Elle affirme donc que ce serait une erreur. Cependant, Vesta affirme qu'une fois infectés par l'injection, ils obéiront à ses ordres. Pendant ce temps, M le demande pourquoi ils ont envoyé les hommes masqués en mission plutôt que de vrais humains. Atou explique que les hommes masqués aiment les humains et qu'ils sont donc la meilleure option pour les protéger. De retour auprès de Vesta, il voit tous ces hommes de main tués en un clin d'œil et se demande alors ce que sont ces choses devant lui. Antique, quant à elle, est surprise par la scène, mais Maria la calme, lui disant qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Après tout, les hommes masqués n'attaqueront que les humains qui s'opposent à eux. Caria condamne alors Vesta pour une multitude de crimes, le pire étant une insulte à son roi. Après avoir tout terminé, Caria s'excuse auprès d'Antique pour avoir ensanglanté toute sa chambre, mais Antique lui répond que c'est le cadet de ses soucis.
Nathalie a un souvenir de l'époque où elle essayait de trouver Rio, jusqu'à ce qu'elle découvre soudain qu'il était dans la bibliothèque, côté nord. Elle court alors vers lui. La voyant dans cet état, Rio sursaute et lui demande ce qui se passe. Elle explique alors qu'Abel et son groupe ont disparu dans le donjon. En entendant cela, Rio crée un petit chariot de glace et se met à courir vers le donjon, tandis que Nathalie lui parle en chemin, lui expliquant tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. À son arrivée, Rio prétend comprendre la situation, mais lui demande pourquoi elle l'a appelé pour gérer cette affaire. Nathalie explique alors qu'Abel lui a recommandé de contacter Rio lorsqu'elle avait besoin d'aide, et qu'elle suit donc simplement ses conseils. En entendant cela, Rio est encore plus impatient de poursuivre Abel et son groupe, mais dès son entrée, deux gardes s'approchent de lui et lui expliquent que le donjon est fermé à tous. Cependant, Rio parvient à les contourner et crée deux barrières de glace, les empêchant de l'intercepter. Et maintenant, dans le donjon, Rio se souvient que le signal provenait du 40e étage. N'ayant pas le temps de gravir les étages un par un, il utilise la capacité jet abrasif pour atteindre instantanément le 40e étage. Et voilà, retour au présent, Rio rencontre le prince démon et le provoque en combat. Mais au premier mouvement de l'ennemi, Rio esquive l'attaque du prince démon et lui tranche la tête d'un seul coup, affirmant que Léonore était bien plus rapide que le démon qu'il venait d'affronter. Quant à Abel, il se demande ce qui vient de se passer, jusqu'à ce que soudain, le démon se prenne la tête, montrant qu'il est loin d'être mort. Voyant cela, Rio avoue que le monstre est effectivement plus fort qu'il ne l'imaginait, mais il précise néanmoins qu'un seigneur démon est bien plus puissant que le prince démon, et qu'il n'aura donc pas beaucoup de mal dans ce combat. Tout en continuant, Rio se demande si l'ennemi peut le comprendre. Cependant, qu'il le puisse ou non, Rio affirme être prêt à le frapper violemment, testant ainsi sa capacité de régénération. Mais peu après avoir écrasé le prince démon de ses coups, Rio parvient à le détruire complètement en brisant sa pierre magique. Sur ce, Abel le remercie d'avoir sauvé tout le monde. Quant à Rio, il promet d'accepter sa gratitude sous la forme d'un dîner à la cafétéria. En entendant cela, Abel décide de faire mieux et promet à Rio d'offrir un dîner pour une semaine. Rio le questionne aussitôt, affirmant qu'il n'oubliera pas sa promesse. Soudain, Arthur s'approche d'eux, se présentant comme le conseiller du bureau des mages royaux et remercie Rio pour son aide. Rio se dit heureux d'être arrivé à temps, mais en regardant autour de lui, il remarque que des mages ont été tués au combat avant son arrivée. Conscient de cela, Abel leur demande de partager l'argent de la pierre magique du démon avec les familles des mages morts. Au cours de la conversation, Rio surprend Abel appeler ces créatures des diables et remarque qu'il n'en a jamais rencontré de semblables. Quant à Abel, il explique que ces êtres apparaissent dans les provinces centrales depuis des siècles. En entendant cela, Rio se souvient que Léonore s'est un jour reconnue comme un démon, et il se demande donc s'il y a une différence entre démon et diable. Et voyant le garçon très pensif, Abel demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ce document, Rio explique que lorsqu'il est descendu au 39e étage, il a eu l'impression qu'il y avait un champ spécial. Mais cette sensation a disparu à un moment donné dont il ne se souvient plus maintenant. De plus, il dit qu'en utilisant la magie d'investigation au 39e étage, il a remarqué quelque chose de très étrange. Il pense donc qu'il serait judicieux de retourner enquêter davantage, car Rio pense que cette étrange chose a un lien avec ce qui s'est passé au 40e étage. En voyant la pierre magique lâchée par le diable, Arthur est impressionné d'en voir une de si près, car bien qu'il ait déjà affronté un diable, il ne l'a jamais tué. C'est donc la première fois qu'il voit une pierre du diable de sa vie. En discutant plus en détail de cette espèce, Arthur explique que les diables apparaissent souvent de manière soudaine et aléatoire, ce qui a conduit l'humanité à une théorie. Il croit que les diables peuvent utiliser la magie spatio-temporelle, ce qui expliquerait à lui seul leur capacité à apparaître où bon leur semble. Soudain, Léonore apparaît, et en la voyant, Roman lui ordonne de rester où elle est. Après tout, ils sont déterminés à la tuer immédiatement. Mais au milieu de la conversation, il la qualifie de roi des démons, et Roman, quant à lui, prétend être le héros qui la vaincra. En apprenant que Roman est un héros, Léonore commence à s'attacher à lui, en déduisant qu'il est un adversaire suffisamment fort pour la divertir un tant soit peu. Mais quelques secondes après le début du combat, elle le transperce de son épée et déclare que l'affronter était bien plus ennuyeux qu'elle ne l'imaginait. Quant aux amis de Roman, il la fixe d'un air furieux. Sur ce, Léonore se téléporte derrière eux et déclare qu'elle éliminera quiconque tentera de la défier. Elle leur conseille donc de se concentrer uniquement sur le sauvetage du héros, qui est maintenant agonisant. Quant à Léonore, elle se dit satisfaite d'avoir récupéré le joyau du 40e étage et est donc prête à partir, laissant tout le monde en vie. Les amis de Roman tentent de l'en empêcher, l'incitant à rester. Mais au cours de la conversation, elle est à nouveau appelée le roi démon, et Léonore les corrige en affirmant qu'elle ne porte pas ce titre. La voyant tenter de le cacher, un ami de Roman intervient et déclare que Léonore est trop forte pour ne pas être le roi démon. À la fin de la conversation, Léonore s'apprête à partir. Mais avant de partir, elle annonce qu'en unissant leurs forces, ils pourront probablement vaincre le roi démon qui, dans ce cas précis, n'est pas elle. Après tout, ils doivent savoir qu'il existe des humains aussi forts qu'elle. Dans ce cas précis, Léonore parle de Rio, le garçon qu'elle a affronté plus tôt. Et se souvenant de lui, Léonore exprime sa volonté de combattre à nouveau Rio. Roman,
quant à lui, est surpris de constater que Léonore n'est pas vraiment le roi démon comme il le pensait. Léonore profite de la situation et donne un conseil à Roman. Elle lui conseille de devenir plus fort rapidement et, au minimum, de devenir l'humain le plus fort de tous les temps. Après tout, un héros ne naît pas du jour au lendemain. Sur ce, Léonore s'en va, tandis qu'Abel et son groupe continuent leur route hors du donjon. Pendant ce temps, Rio trouve enfin l'étrange objet qu'il était censé examiner. Arthur met l'orbe dans un sac pour l'emporter. En chemin, Abel reparle de l'aide de Rio, donné à tout le monde, démontrant qu'il était toujours il en est très reconnaissant. Cependant, Rio lui rappelle qu'il l'a déjà remercié en lui promettant de lui offrir un dîner pour une semaine. Mais s'il veut vraiment lui témoigner encore plus de gratitude, Rio demande à Abel de l'emmener au restaurant de curry dont ils avaient parlé quelques jours auparavant. Eh bien, une fois tout le monde remonté à la surface, Hugh est soulagé de voir qu'Abel est rentré sain et sauf. Mais soudain, il se souvient de la plainte des gardes à Rio. Le garçon est simplement passé devant eux sans dire un mot et est entré dans le donjon sans autorisation. En entendant cela, Rio s'excuse de son ignorance, mais Arthur le défend, affirmant qu'ils n'ont été sauvés que par l'apparition in extremis de Rio. Cela dit, Arthur prend Hugh à part pour discuter, explique qu'il s'est retrouvé face à face avec plus de 50 diables. Après avoir entendu toute l'histoire d'Arthur, Hugh est surpris qu'il soit revenu vivant, car avec tant de monstres puissants, leur mort était quasiment certaine. Mais soudain, au milieu de la conversation, Arthur mentionne que Rio a également réussi à vaincre un prince démon, ce qui le laisse profondément surpris. Mais si le garçon l'impressionne d'un côté, Rio l'inquiète de l'autre. Arthur pense que les aristocrates pourraient s'intéresser à Rio une fois qu'ils auront découvert sa force. Par conséquent, Arthur leur demande de cacher les archives de tout ce que Rio fait. Le lendemain, Rio emmène son groupe s'entraîner, et voyant Nils prendre du retard, il lui conseille de redoubler d'efforts. Après tout, c'est un combattant de première ligne, il doit donc toujours donner le meilleur de lui-même. Et puis, un peu plus tard, Rio rencontre Sera dans une taverne, s'assoit à côté d'elle et commande un plat de curry. Pendant qu'ils discutent, Sera demande où habite Rio, et il lui répond qu'il loge dans les dortoirs de la guilde. Après le repas, ils se préparent à se séparer, mais avant de partir, Rio dit qu'il ne voit jamais Sera à la guilde, bien qu'elle soit une aventurière. En entendant cela, Sera explique qu'elle travaillait récemment hors de la capitale royale et que, grâce à son contrat à long terme, elle n'a pas besoin de passer par la guilde. En apprenant son contrat, la curiosité de Rio s'accroît. Sera lui annonce qu'elle travaille comme instructrice d'escrime, lui montrant clairement qu'elle est bien plus forte qu'elle n'en a l'air. Elle lui demande s'il a un plan pour plus tard. Après tout, elle veut le défier dans un combat fictif. Plus tard dans la journée, ils se rendent dans une arène de combat et, à la fin du combat, Rio est vaincu. Cependant, Sera le félicite d'avoir esquivé la plupart de ses attaques, d'autant plus qu'elle a utilisé la magie du vent pour augmenter sa mobilité. Mais en entendant ses éloges, Rio affirme que ses attaques étaient plus impressionnantes que tout ce qu'il avait jamais fait. Cependant, Sera affirme que sa défense impénétrable est tout aussi impressionnante, alors elle lui demande de lui en dire plus sur ses compétences. À cela, Rio répond simplement qu'il a utilisé les techniques apprises de son maître, et en voyant que le roi des fées a appris à Rio à se battre, Sera est impressionné. Après tout, le roi des fées, pour la plupart des gens, est plus une légende qu'autre chose. Et en quittant l'arène, Rio rencontre Hugh, qui lui impose une tâche en guise de punition pour avoir échappé aux gardes du donjon sans permission. Dans ce cas, la destination de Rio est Whitnash. Lorsqu'il rencontre Rio, Nils lui demande de l'aide pour quelque chose d'urgent et explique que sa ville natale, le village d'Abali, a émis une demande de chasse. Et bien qu'il veuille accepter la mission, Nils dit que ce n'est que pour le render, un niveau que lui et son groupe n'ont pas encore. Alors, Nils supplie Rio d'organiser un groupe temporaire et d'accepter la demande pour eux. Quant à Eto, il dit que les ennemis ciblés qu'ils affronteront seront des gobelins et des squelettes, une étrange combinaison d'ennemis, car ils n'appartiennent généralement pas au même environnement. En entendant cela, Rio se tait un instant, ravi d'avoir enfin l'occasion de voir un squelette en personne. Il accepte avec joie la demande de Nils. Alors qu'ils se dirigent vers la salle du maître de guilde, ils apprennent que la demande pour cette mission provient de Kailadi et que de nombreux groupes puissants se sont déjà rendus sur le site de la mission pour résoudre le problème, mais ont finalement échoué. En entendant cela, Eto est incrédule qu'un groupe de Rand puisse échouer à une mission apparemment aussi simple. Hugh les informe que le problème ne vient pas des ennemis eux-mêmes, mais plutôt du manque de coopération du village avec les aventuriers. En plus de ne pas les aider, ils se sont retournés contre eux, rendant leur travail encore plus difficile. En entendant cela, Amon en déduit qu'ils sont simplement hostiles aux étrangers. Cependant, Nils, qui y a vécu enfant, affirme que le village n'était pas comme ça avant, et il soupçonne donc que quelque chose cloche. Quant à Hugh, il leur rappelle qu'il est impossible de spéculer sur la seule base du rapport du groupe de Randé qui s'y est rendu, et il exhorte donc Rio et son groupe à la prudence. Après tout, le groupe de Rand, est revenu grièvement blessé après avoir rencontré plus de 30 squelettes. Malgré cela, Hugh rassure tout le monde, affirmant qu'ils peuvent compter sur Eto pour tout. Il demande néanmoins au groupe de rester vigilant à leur arrivée sur place. De plus, Hugh rappelle à tous qu'il leur reste encore quelques jours avant leur tour de garde pour Whitnash. Il les exhorte donc à faire attention à ne pas se blesser trop. En entendant cela, Rio promet de tout faire pour protéger ses amis. Et en arrivant sur le lieu de la mission, Rio est surpris de la rapidité avec laquelle ils ont atteint la région. Nils acquiesce,
affirmant qu'ils ont été bien plus rapides qu'ils ne l'imaginaient. Après tout, il leur faut généralement une journée entière pour atteindre Kailadi. Quant à Amon, il remarque que leur entraînement d'endurance quotidien a vraiment porté ses fruits. Eh bien, repéré par les villageois, Niels est rapidement reconnu par un couple de passants. Voyant cela, Rio est soulagé et affirme que Niels n'a pas été expulsé du village par N, ce qui le rend encore plus heureux d'apprendre. Mais entendant le garçon dire qu'il a été expulsé du village, Niels le corrige, affirmant que cela n'est jamais arrivé. Cependant, Rio, pour le provoquer encore plus, dit qu'il ressemble à un délinquant qui ne fait que semer le trouble partout où il va. Rio en a donc tenu compte pour élaborer sa théorie selon laquelle Niels a été expulsé du village et que c'est pour cette raison qu'il a décidé de devenir un aventurier. Quant à Niels, il balaya l'affaire d'un revers de main et leur dit d'aller parler au maire et au doyen du village. Sur ce, ils se dirigèrent vers Boulan, le maire du village, et dès qu'il le vit, Niels le serra dans ses bras et lui présenta ses amis. Ils commencèrent ensuite la réunion concernant la mission qu'ils étaient censés accomplir là-bas. Et voyant que Niels a été envoyé sur cette mission, Boulan affirme que cela est parfaitement logique. Après tout, en tant qu'ancien résident, Niels connaît les coutumes du village mieux que tout autre aventurier. De son côté, Niels remarque le manque de coopération du village avec l'autre groupe d'aventuriers qui s'y est rendu, puis demande aux villageois quel est le problème. Boulan prend une grande inspiration et dit qu'il expliquera calmement ce qui se passe. Dans ce cas précis, tout a commencé lorsqu'ils ont repéré les premiers squelettes venant du sud de la forêt. Pour contrôler cette catastrophe, le village a donc envoyé le premier groupe au combat. Cependant, ce groupe a déplacé le duel à un endroit inapproprié. Dans ce cas précis, ils se sont enfoncés plus profondément dans la forêt, à l'est, répandant le sang partout. Et puis, quand le deuxième groupe arriva, ils furent traités durement par les villageois, qui pensaient qu'ils feraient le même désastre que le premier. Plus tard, Eto et les autres se rendirent chez Niels, et Hector leur en dit un peu plus sur son frère, expliquant que Niels n'avait jamais vraiment aimé l'agriculture, et que c'est pourquoi il rêvait de quitter cet endroit dès sa majorité. Cependant, avant qu'ils puissent le faire, leurs parents moururent, et Niels fut alors contraint de s'occuper de ses frères et sœurs, ce qui l'empêcha de faire ce qu'il voulait. Quant à Niels, il parle de la mission et dit qu'il ira voir les gobelins le lendemain matin, puis qu'il ira à la recherche des squelettes. Après avoir dit tout cela, Niels décide de leur révéler deux choses sur le village. Mais avant cela, il leur demande de n'en parler à personne. Il commence ensuite par la première information, la bête gardienne du village, qui vit dans la forêt orientale. En entendant cela, Eto dit qu'elle a entendu parler de villages avec des bêtes gardiennes, mais qu'elle ignorait que c'était le cas dans celui où il se trouve. Quant à Rio, il est encore plus excité de découvrir qu'il y a une bête gardienne dans les lieux, car cela rend les choses encore plus intéressantes, comme il se doit dans un monde fantastique. Voyant Rio trop réfléchir, Niels le lui rappelle. Rio répond qu'il n'a pas trop réfléchi et demande à Niels de continuer. Niels continue en mentionnant un certain sanctuaire, mais leur demande d'attendre le lendemain pour en savoir plus. Le lendemain matin, ils se rendent à l'endroit où Niels a vu les gobelins pour la première fois, et il en déduit alors qu'il y a un repère de gobelins à cet endroit, voire une colonie. Soudain, Rio sent la présence de 10 gobelins se dirigeant vers eux, et leur annonce que les ennemis arriveront dans les 5 minutes. À ces mots, Niels leur dit qu'ils doivent tous les tuer sauf un. Il leur faudra le suivre pour trouver leur repère. En mettant leur plan à exécution, ils parviennent à suivre le dernier gobelin jusqu'à une grotte. Eto en déduit qu'il s'agit du repère des gobelins qu'il recherchait. Rio attaque alors les gobelins à l'extérieur, avant d'attaquer les ennemis à l'intérieur. Soudain, Niels remarque les pas d'un géant qui approche et il tombe nez à nez avec un général gobelin. Il prévient tout le monde qu'ils n'auront aucune chance contre cet ennemi. Cependant, Rio parvient à piéger l'ennemi avec sa contrainte de glace et le jette au sol. Une fois cela fait, il demande à Niels d'achever le général gobelin, profitant de son immobilisation complète. Eh bien, quand ils reviennent au village, ils sont accueillis par Nasu, le conseiller du village, que l'on peut aussi appeler un ancien. Immédiatement après s'être présenté, Nasu leur tourne le dos et déclare qu'il doit partir. Rio, quant à lui, reste excité, s'imaginant combattre la bête gardienne. En chemin, Eto interroge Nasu sur l'amulette de son bâton, affirmant qu'il s'agit du blason de la déesse mère de la terre. Nasu confirme ses dires, affirmant qu'Eto est effectivement un prêtre très bon et très instruit, possédant des connaissances que beaucoup de prêtres de son âge ignorent. Au cours de la conversation, Eto informe Rio de la déesse de la lumière et de la déesse de la terre-mère, précisant qu'elles appartenaient à l'origine au panthéon des sept, et que désormais, les temples et les prêtres sont censés appartenir à la déesse de la lumière. Quant aux 6 autres entités, Nasu affirme qu'elles sont tombées dans l'oubli. Pourtant, les anciens du village vénèrent la déesse de la terre-mère depuis des générations. Et voilà qu'en arrivant à la bête gardienne, Nasu se présente à elle et lui demande de quitter son antre. Dès qu'il aperçoit le monstre, Rio est déçu, car la bête gardienne ne montre aucun intérêt à le combattre. Quant au monstre, il se présente à Rio sous le nom de Nkuusin. Voyant la bête gardienne donner son nom à une personne ordinaire, Nasu est stupéfaite, car c'est la première fois qu'elle voit le monstre aussi cordial envers quelqu'un. Nkuusin explique alors que son nom est très difficile à prononcer pour les humains, raison pour laquelle il ne l'a jamais prononcé auparavant. Cependant, Rio étant un puissant mage, Nkuusin a pensé qu'il serait impoli de ne pas le lui révéler. Après tout, la simple présence de Rio le rend très heureux. En entendant cela, Rio se souvient que Sora avait déjà dit que le roi des fées aimerait probablement le voir. Rio en déduit qu'une caractéristique physique de Rio doit attirer
attirer leur attention, mais il ne peut dire laquelle exactement. Nkuuzin affirme alors qu'être aux côtés de Ryo augmente son espérance de vie de 1000 ans. Alors il annonce à Nazu qu'elle lui a amené un excellent visiteur. Quant à leur chasse, Nkuuzin dit qu'il y a une trentaine d'ennemis devant le sanctuaire et qu'il y en a un plus puissant plus loin. Cependant, Nkuuzin affirme que c'est lui qui a perdu cet ennemi et qu'il ne le libérera qu'une fois que Ryo et son groupe auront vaincu les 30 autres ennemis du sanctuaire. Une fois sur place, ils vainquent les 30 premiers squelettes sans difficulté. Ils se dirigent ensuite vers l'arrière du sanctuaire. Ryo rencontre un archosquelette et demande à Nkuuzin de le libérer au plus vite. Ryo collabore avec Nils et après quelques minutes de combat, parvient à vaincre l'archosquelette sans trop de difficulté. En entrant dans le sanctuaire, Nazu mentionne un joyau qui s'y trouvait autrefois, mais qui a soudainement disparu. Nazu explique alors que la bête gardienne a mentionné quelque chose qu'elle n'avait pas pu oublier jusque-là. La grotte recevait un flux d'énergie provenant d'ailleurs, et le sanctuaire en était probablement la source. De plus, Nazu les informe qu'ils ont déjà été attaqués par des gobelins. En entendant cela, Ryo en déduit que la cause de la mort des parents de Nils doit avoir un lien avec ce que Nazu lui raconte, car la grotte pourrait avoir reçu l'énergie du sanctuaire, ce qui lui a permis d'engendrer des gobelins. Nazu annonce alors qu'il utilisera sa magie pour sceller la grotte. Plus tard, Nils annonce à Ryo qu'il vivra avec Eto dans une maison louée et l'invite à les rejoindre. Cependant, Ryo répond qu'il y réfléchira plus tard. Pendant ce temps, Yuk demande à Abel de le remplacer au festival d'ouverture de Witnash Arbor. Et pendant le voyage, Ryo rencontre Eto et les autres, et ils découvrent ils vont ensemble au nid de glace. Et en plus de cela, sur la même mission, Ryo confirme avec lui si le nom du groupe dans lequel ils sont est la chambre 10. Alors Nio dit oui. Après tout, aucun autre nom ne leur conviendrait mieux que ça. Et de plus, Nio dit que ce sera le premier travail du groupe de la chambre 10. Et quant à Eto, il dit que c'est la première fois qu'ils font du travail de garde. Mais il croit qu'avec Ryo dans les parages, tout se passera bien. Et de plus, Amon se souvient qu'il apprend beaucoup de choses dans son parcours d'aventure pour débutants. Il est donc très confiant dans cette mission. Tandis que Ryo, il se souvient qu'il leur reste encore 9 jours pour atteindre le nid de glace. Et à ce sujet, Nio dit que ce temps qu'il leur faudra pour y arriver coïncidera avec le festival qui a lieu tous les 5 ans là-bas. Et en entendant parler de ce festival, Ryo devient encore plus excité d'y arriver, tandis que Nio, il partage la même excitation que le garçon, et dit qu'ils profiteront au maximum de la fête. Et après être arrivé une fois arrivé à la ville, ils se rendent directement au festival et dégustent tous les plats typiques, profitant pleinement de la soirée. Le lendemain, le vice-commandant du royaume apprend qu'une calèche du royaume de Kufar s'est arrêtée devant eux, et apparemment un problème de papier. Le garde qui apporte l'information s'installe alors dans la calèche, et lui demande son avis sur cette excursion. Le vice-commandant déclare alors ne pas bien comprendre les intentions du roi impérial, mais doute fortement que l'empereur soit venu ici uniquement pour admirer la mer. En entendant cela, le garde lui demande s'il a la moindre idée de ce qui pourrait bien se passer. Le vice-commandant répond alors que l'empereur veut probablement régler une affaire sanglante avec la princesse Fiona. En y réfléchissant, le garde réalise que cette théorie a toutes les chances de se réaliser. Après tout, la princesse Fiona, en fait, a un talent magique incroyable, au point qu'elle est même devenue commandant de la division magique de la cour alors qu'elle avait encore 17 ans. En tant que vice-commandant, il se souvient que l'empereur a un amour gigantesque pour la princesse Fiona, au point de la considérer comme une fille. Mais en même temps, parce qu'il l'aime, le vice-commandant croit que l'empereur ne veut pas que Fiona voie une scène très grotesque. Et en entendant cela, le garde devient à nouveau confus et remet en question la véritable intention de l'empereur. À quel point le vice-commandant en déduit qu'il envisage de purger les nobles qui s'opposent à la famille impériale. Mais en entendant quelque chose d'aussi absurde que cela, le garde semble étonné et lui demande de ne pas lui dire quelque chose d'aussi effrayant. Cependant, le vice-commandant le rassure en disant qu'il ne fait que deviner des choses. Par conséquent, il n'est pas absolument sûr de ce qu'il dit, mais il précise quand même que son rôle est de protéger le commandant. Par conséquent, il doit se rendre à cette mission, qu'il soit sûr ou non des prochains mouvements de l'empereur. Pendant ce temps, les invités à la fête des nobles remarquent la présence du prince Ten et sont impressionnés par l'air raffiné du garçon, car même s'il est très jeune, il transmet toujours une énorme aura de respect et de pouvoir. Et quant au prince, il va voir Fiona et dit qu'il s'inquiète pour elle. Après tout, la fille n'est pas très habituée à des fêtes aussi animées, mais en voyant son frère s'inquiéter pour elle, Fiona le rassure en disant qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter autant. Et soudain, au milieu de la conversation, ils sont interrompus par des autres nobles se rendent sur place pour parler à Sten. Ils demandent à Fiona de retourner dans ses appartements pendant qu'ils discutent avec les autres nobles. Cependant, dès son arrivée, Fiona se jette sur le lit, indifférente à tout le reste. Marie, l'une des servantes, la voit dans cet état et la réconcilie. Elle a besoin d'un peu plus de bienséance, car c'est ce qu'on attend d'une noble comme elle. Voyant cela, Fiona lui demande de la laisser tranquille, au moins pour aujourd'hui. Après tout, elle est épuisée par tant de personnes importantes. Cela dit, elle commence à se rabaisser et prétend qu'elle n'est pas née pour ce genre de choses. Marie tente ainsi de se redonner un peu confiance en elle, affirmant que Fiona est une excellente épéiste et une excellente mage. Bien que Marie tente de la consoler, Fiona se moque d'elle-même, trouvant amusant de constater que le don d'une fille réside précisément dans l'épée, au lieu des attributs habituellement attribués aux hommes. Pendant ce temps, Ryo observe Belle de loin et remarque
remarque qu'il est assis dans les sièges réservés aux invités spéciaux, tandis que Niels, lui, ne remarque que Fiona et dit qu'elle est vraiment très belle. À ce moment-là, Eto remarque que son ami accorde trop d'attention à la jeune fille, puis se souvient que Fiona est une princesse impériale, donc bien plus inaccessible que Nina elle-même. Ryo le comprend. Niels dit qu'elle n'avait pas l'intention de faire quoi que ce soit avec elle, mais soudain, Lin et son groupe s'approchent de Niels et des autres. Ryo profite de la présence des filles pour en savoir plus sur la participation d'Abel à cet événement, et vire sourit et explique qu'Abel a été invité à remplacer le maître de guilde de l'Aune et qu'il ne sera donc libre que le lendemain, jour de l'arrivée du maître de guilde en ville. Lin, quant à elle, remarque sans cesse le parvent qui protège les sièges VIP et constate qu'il est très puissant. Eto, quant à lui, est impressionné de découvrir que le parvent est fait de vent. Après tout, il pensait que c'était un parvent normal. Lin commente un tel trésor qui a été transmis à travers la famille du Seigneur de la Sagesse, et selon ce qu'elle a entendu, ce trésor serait responsable de la projection de cette barrière de vent. Et pendant la conversation, Ryo effraie tout le monde, disant que toute attaque qui se produit contre la famille impériale pourrait déclencher une nouvelle guerre. Il devrait donc espérer que rien de tel ne se produise. Tandis que Lin, elle se souvient que la princesse est le commandant de la division magique de la cour. Par conséquent, elle en déduit que le vice-commandant est également là. Et en entendant parler de ce type, Ryo montre qu'il ne sait rien de lui. Dans cela, Lin dit qu'il est simplement la fierté de l'Empire, et est également connu comme le sorcier de l'enfer. Et juste en entendant ces expressions, Ryo est déjà étonné. Cependant, Ryo dit que le vice-commandant était autrefois capable d'incinérer 1 millier de soldats royaux en une seule attaque et a également réussi à vaincre une wyverne d'un seul coup. Et en entendant tous ces exploits du vice-commandant, vous avez peur et vous vous demandez si c'est vraiment vrai. Dans ce cas, Ryo dit qu'il n'est pas sûr de cette information. Mais si tout cela est vrai, elle précise qu'elle ne voudrait pas se mêler à ce type. Et après la conversation, les deux groupes se séparent pour brûler le festival. Jusqu'à ce que soudainement, Ryo tombe sur le vice-commandant par accident. Mais à la fin, ils s'excusent tous les deux et se séparent. Et lors d'une promenade, le vice-commandant se plaint d'être au milieu de tous ces gens, car il n'aime pas beaucoup la foule. Alors il décide de ne pas s'arrêter au stand pour acheter de la nourriture au commandant. Mais en entendant cela, Jorgino s'est mis en colère pendant ce temps. Abel croise Sten et ils entament une conversation. Soudain, Abel fait une remarque sur la princesse Fiona. Sten lui demande si quelque chose chez elle a retenu son attention. Il lui répond que la présence du commandant signifie que Luska, la vice-commandante, est également présente. Sten, entendant cela, explique que les actions de l'armée commencent déjà à lui échapper et qu'il n'a donc pas grand-chose à dire. Après avoir dit tout cela, Sten se dépêche et laisse Abel derrière lui, prétextant des affaires importantes. Pendant ce temps, Fiona retourne au lit, fatiguée, et l'entendant répéter cette mauvaise habitude, Marie lui demande à nouveau de se comporter correctement. Mais Fiona, entendant cela, dit que Marie ne pouvait pas savoir à quel point il est ennuyeux de rester assise à poser comme une princesse sous les yeux de tous. Soudain, le vice-commandant, accompagné de son serviteur, entre dans la chambre de la princesse pour lui apporter à manger. Pendant ce temps, le groupe de Ryo décide de participer à un concours de tir. Abel, sans confiance, se dirige vers les cibles et se prépare à décocher ses flèches. Il atteint sa première cible, laissant tout le monde stupéfait par sa précision. En essayant de rejoindre son groupe, Abel croise Ria en chemin. Amon annonce au reste du groupe qu'Abel devait sortir avec Ria ce jour-là, mais qu'il ne s'est pas présenté pour tenir sa promesse, ce qui la rend furieuse. Il décide donc de profiter de cette rencontre fortuite et de l'accompagner en ville. Pendant ce temps, Sarah se rend chez Nina et lui annonce qu'elle recherche Ryo, un aventurier de Randé, car elle veut lui révéler qu'elle a trouvé un indice à la bibliothèque concernant ce qu'il voulait. Mais lorsqu'elle comprend qu'elle cherche Ryo, Nina lui dit que le garçon est en voyage d'affaires et qu'il ne pourra donc pas la recevoir. Voyant cela, Sarah accepte la situation de bonne foi et lui tourne le dos pour qu'il puisse partir. Cependant, Nina lui demande d'attendre un peu et lui explique que Ryo sera absent plusieurs jours pour son travail. Apprenant qu'il sera absent plusieurs jours, Sarah grimace d'étonnement et quitte les lieux, visiblement déçue. Pendant ce temps, Ryo observe une nouvelle compétition entre aventuriers sur le point d'avoir lieu. Yotob informe également les participants de la compétition et est surprise de découvrir que Sarah est dans le même groupe que Dan. Lorsque la compétition commence, les aventuriers doivent piloter des bateaux dans une course. L'objectif étant d'atteindre la ligne d'arrivée sans être renversés par leur adversaire. Pendant ce temps, Georgène voit Fiona manger des bonbons et commence à la réprimander, lui conseillant de mieux surveiller son alimentation pour maintenir la forme physique d'un commandant. Quant à la compétition, elle continue avec les aventuriers qui tentent de se mettre à terre, jusqu'à ce que soudain, la compétition s'arrête. Hug va alors voir Ryo pour parler du Enchoté, un navire unique en son genre. Il explique que pour déplacer le bateau, il faut utiliser une combinaison de pierres magiques et d'alchimie. Après la conversation, le groupe se rend dans une armurerie. Eto demande au serviteur une arbalète pour couvrir ses amis à moyenne portée. L'écoutant attentivement, le serviteur lui remet l'arbalète idéale. À la tombée de la nuit, Abel est à nouveau désigné représentant de l'une, Hug ayant déjà dû rentrer au royaume. Lors d'une conversation avec Stan, Abel est interrompu par Fiona en personne. Stan en profite pour présenter sa sœur à Abel. Pendant ce temps, les serviteurs remarquent que le trésor ne canalise plus l'une, ce qui signifie que la barrière anti-vent sera bientôt détruite. Dès que la barrière disparaît, le château est attaqué.
Pendant ce temps, Geia va voir Takoto, inquiète, et dit les forces ennemies viennent d'entrer dans les terres maudites, tandis que Takoto réagit avec décontraction, comme s'il ne prenait pas la situation au sérieux. Voyant Takoto calme, Geia s'excuse de son inquiétude, mais dit qu'elle pensait qu'il était important de le contacter à ce sujet. Cependant, Isla l'informe que Takoto a le pouvoir de savoir tout ce qui se passe dans son domaine. Par conséquent, les principales forces du royaume sont déjà en mouvement, y compris eux. Isla renvoie donc Geia à son poste. Les jumeaux, inquiets, demandent si tout va bien. Takoto les rassure en leur disant que tout est sous contrôle. Cependant, il est également légèrement contrarié par cette situation, car il n'imaginait pas que les lunes attaqueraient un royaume aussi rapidement. Takoto demande alors ce qu'il devrait faire pour les contenir, et Isla en déduit que le chef de la troupe ennemie serait ce soi-disant roi démon, autrement dit un autre joueur, comme lui. Takoto, mais peu importe qui est l'ennemi, Takoto dit que maintenant ils ne doivent plus agir pacifiquement. Au lieu de cela, ils doivent les écraser avec toute la force dont ils disposent. Et il dit ensuite à Isla qu'ils doivent préparer une contre-attaque. Mais d'abord, Takoto donne un récapitulatif des forces dont ils disposent, en commençant par Isla, dans laquelle elle dit qu'elle est prête à donner le meilleur d'elle-même au combat, et garantit qu'elle ne fera pas honte à son titre de héros de la défense. Et en continuant, ils ont le chef guerrier Geia et aussi les guerriers elfes noirs dirigés par lui. Et bien qu'ils ne soient pas en grand nombre, ils sont tous à leur apogée de force. Et suivant les troupes, ils ont aussi des mangeurs de cerveau qui, même s'ils sont peu nombreux, ils compensent avec leur magie de guérison. Et enfin, Menora a les larves à leur côté. Cependant, Isla dit que ces larves sont plus faibles que la normale. Par conséquent, elle regrette de ne pas avoir prévu que l'attaque a généré des larves de combat, mais la voyant ruminer ce qu'elle n'a pas fait, Takoto dit qu'il ne sert à rien d'y penser maintenant, tandis que les jumeaux, ils disent la même chose et précisent que les larves sont d'une grande aide au combat. Et voyant les filles essayer de lui remonter le moral, Isla est heureuse, puis fait un câlin aux filles en guise de remerciement. Pendant ce temps, Takoto reçoit un appel d'Anli, et elle l'informe qu'elle a déjà terminé l'évacuation des civils et de ceux qui n'ont pas rejoint la bataille. Et en voyant cela, il la félicite pour le bon travail et dit qu'ils se rencontreront bientôt sur le site de combat. Et soudain, Geia contacte également Takoto, et dit qu'elle a déjà une idée du nombre d'ennemis qui sont entrés dans les terres maudites. Et en voyant cela, Takoto est heureux de voir qu'Anli et Geia sont capables de travailler seuls sans avoir à suivre ses ordres à tout moment. Et suivant Geia, il dit qu'environ 1 millier d'ennemis ont envahi les terres maudites. Et en recevant son rapport, Takoto félicite le bon travail de Geia et lui demande de continuer à se concentrer sur la défense de la zone autour de la capitale de Menora. Et à la fin de l'appel, Takoto montre de l'inquiétude quant au nombre de monstres, et en déduit qu'ils ont au moins 4 généraux. Et en voyant Takoto légèrement inquiet, Isla demande s'il a déjà élaboré une stratégie, et Takoto dit que c'est exactement dans ces moments-là que les ressources de mana s'avèrent utiles. Après tout, leur ennemi est un RPG. Ils doivent donc montrer à l'ennemi les points forts d'un jeu 4X, et en voyant cela, Isla en déduit qu'il parle de la création d'urgence d'unités. Et notez que c'est une excellente stratégie après tout, ce qui réduira leur désavantage face au nombre d'ennemis. Alors qu'elle réfléchit et s'enthousiasme à cette idée, Takoto l'interrompt et annonce qu'il lui laissera toutes les réserves de mana du royaume de Menora. Au cours de ce processus, Takoto demande à Isla d'augmenter sa puissance au maximum afin qu'elle puisse acquérir les compétences prédation et parasite, puis écraser l'armée ennemie grâce à ces deux compétences. Après avoir reçu toute la puissance de Menora, Isla se sent honoré de la confiance que Takoto lui témoigne. Takoto affirme qu'il a déjà une compréhension générale de la puissance de leur ennemi. Il assure donc qu'Isla est plus que prête à les affronter et à prouver qu'elle est l'héroïne de la défense du royaume de Menora. Voyant cela, Isla promet de faire de son mieux et d'être à la hauteur des attentes de Takoto. Il affirme ainsi avoir une confiance totale en elle. Cependant, Takoto demande à Isla d'être prudente avec les attaques basées sur les mécanismes du RPG. Et en voyant cela, Isla se souvient que Takoto est tombé précisément à cause d'eux. Ayant laissé passer ces détails, Isla assure aux filles qu'elle fera quelque chose de différent et prêtera toute attention à ces petits pièges tendus par les ennemis. Alors que les Gémides s'inquiètent de la situation, Isla rassure les filles, disant qu'elle reviendra saine et sauve, quel qu'en soit le prix. Pendant ce temps, un démon parle à l'autre et dit que la mission est probablement effectuée sans le consentement du roi démon. Après tout, leur chef a l'intention de trahir le roi démon bientôt. Soudain, un monstre arrive vers eux, couvert d'ampoules, puis se met à grogner, disant que son corps lui semble étrange. Soudain, un monstre explose et commence à tirer plusieurs coups de feu dans toutes les directions. Les démons commencent à s'inquiéter et envisagent de fuir les lieux. Mais soudain, ils entendent une voix féminine leur disant qu'ils ne devraient pas battre en retraite juste à cause de cela. Les démons ordonnent cependant à la personne derrière la voix d'apparaître immédiatement. Isla apparaît enfin et dit que s'ils veulent se considérer comme des soldats de l'enfer, ils doivent être plus cruels et impitoyables. Cela dit, Isla achève les deux démons et les dévore, mais est déçue de leur goût. Dans ce cas, Flamengo la voit maltraiter ses subordonnés, puis la critique, disant qu'elle dit des choses horribles sur ses hommes. Il exige alors qu'elle se présente. Dans ce cas, Isla dit qu'elle est une servante du royaume de Menor, une terre gouvernée par le roi Takoto, et dans le cas d'Isla, elle est l'une des héroïnes
de Ménor, la reine de l'incertain, tandis que Flamengo, il se présente comme l'un des 4 généraux de l'armée du roi démon, et en voyant cela, Isla est impressionné de savoir qu'il y avait vraiment l'un des 4 généraux là-bas. Et en parlant un peu plus, Flamengo découvre que Pedra Gelada a été tué par Atto, mais il ne s'en soucie pas beaucoup. Après tout, il a toujours su que son compagnon n'était qu'un culturiste idiot. Par conséquent, on s'attendait à ce qu'il finisse par mourir, et en voyant la façon dont Flamengo traite son propre ami, Isla est horrifié. Cependant, Flamengo l'informe que Pedra Gelada a toujours été le général le plus faible parmi les 4 généraux. Cela dit, Flamengo précise qu'il ne mourra pas aussi facilement que Pedra Gelada. Après tout, il a 2 longueurs d'avance sur son ancien compagnon, tandis qu'Isla, elle remarque que Flamengo est un adversaire très confiant. Et il continue à répéter cela comme un perroquet, du haut de ses arrogances, et disant qu'il va la tuer, il va rapidement désarçonner le gros bonnet derrière elle. Et en voyant Flamengo viser à achever Takoto, Isla dit que cette fois, il a laissé échapper un aboiement très arrogant pour un simple morceau de déchet. Et ce Flamengo est irrité par le dernier commentaire d'Isla et dit qu'elle n'est pas en état d'être aussi arrogante. Pendant ce temps, Takoto reste de loin, analysant le combat qui se déroule entre Isla et Flamengo, mais reste calme à ce sujet, car ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne vainque son ennemi. Tandis qu'à Aan, Takoto dit qu'elle s'occupe des elfes noirs qui ont évacué le lieu du conflit, et contre les mangeurs de cerveau, ils sont positionnés à leur poste en attendant juste un ordre pour entrer en action. Je vais donner cet aperçu général de la situation. Takoto dit que pour l'instant tout se passe comme prévu, mais il sent toujours quelque chose le dérange. Pendant ce temps, Flamengo commence à lâcher un peu son arrogance côté, car il se rend compte qu'Isla est vraiment un monstre très puissant, plus que ce à quoi il s'attendait, et en le voyant l'appeler un monstre, Isla se défend, et dit que ce n'est certainement pas le terme qu'il devrait utiliser lorsqu'il s'adresse à une femme, dans laquelle elle commence à jeter ses larves sur Flamengo, qui à son tour invoque des monstres pour l'aider dans le combat. Mais pendant la confrontation, Isla se concentre sur la raison pour laquelle les ennemis ont attaqué Menora, et en entendant cela, Flamengo ne comprend rien, et dit que Takoto connaît probablement déjà la raison de l'attaque, mais ne l'a pas encore dit à ses disciples. Et bien que cela puisse être vrai, Isla précise que sa loyauté envers Takoto ne sera pas ébranlée par une raison aussi futile. Et en entendant cela, Flamengo lui demande ce qu'elle pense d'elle-même, et à cela, Isla répond à l'essentiel, et dit qu'elle est une héroïne de Menora qui sert Takoto, rien de plus et rien de moins que cela, et quand Flamengo, il commence à l'irriter, et dit que cela n'a aucun sens pour elle d'être pleine de fierté en elle-même, tout en servant quelqu'un d'autre, et, quand il s'arrête pour réfléchir un peu plus à ce qu'il dit, Flamengo comprend mieux la raison de sa colère. Dans ce cas, il est irrité par le fait qu'Isla soit libre, car elle est capable de servir son maître de son plein gré, et ayant dit cela, il demande ce que c'est que de servir une personne sans être forcé, et Isla résume ce sentiment avec le mot bonheur. Après tout, rien ne lui apporte plus de joie que de servir son maître et de faire tous ses souhaits. Et quand il s'agit de lui, Isla dit que Flamengo est juste une marionnette qui danse sur la musique qui lui est imposée. Et en entendant cela, Flamengo ne nie pas que c'est une très mauvaise situation, mais il affirme que tout cela prendra fin quand il tuera Isla et tout le monde à cet endroit, car une fois qu'il le fera, Flamengo croit qu'il pourra obtenir la liberté dont il a toujours rêvé. Cela dit, il passe à l'attaque contre Isla, mais lorsqu'elle est touchée par les flammes de Flamengo, Isla projette une carapace autour de son corps, la protégeant de cette attaque, et cette Isla commence à provoquer son adversaire, disant que son souper de liberté est très faible, tandis que Flamengo devient encore plus en colère et commence à tirer des coups de feu dans sa direction, jusqu'à ce qu'il épuise soudainement toute sa magie. Et Isla profite de ce moment pour l'attaquer, mais avant qu'elle ne dise que Takuto a un message pour lui. Dans ce cas, Takuto dit que Flamengo a trop sous-estimé son adversaire. C'est pourquoi il a fini par arriver à ce point. Tandis que pour lui, Flamengo reprend enfin ses esprits, et se rend compte qu'il n'est jamais vraiment passé d'une simple marionnette. Et donc il se rend à la mort et dit qu'il dansera la chanson comme une marionnette jusqu'à la fin, car il sent que c'est la seule façon pour lui d'honorer ce qu'il a toujours été, mais n'a jamais voulu admettre. Et après avoir divisé Flamengo en deux, Isla est félicitée par Takuto, qui dit qu'elle a fait du bon travail. Et soudain les Argos finissent par se rendre soudainement sur le lieu du conflit, comme s'ils avaient été téléportés là-bas. Et en les entendant là-bas, Isla met ses larves pour protéger les deux, tandis que Flamengo, il laisse échapper un rire malicieux, montrant qu'il est toujours en vie. Je veux absolument voir comment cette guerre se déroule, parce que sachant qu'il y a un autre gars qui joue également dans ce monde, ça a attiré mon attention. Si vous voulez la suite, laissez un like et abonnez-vous et je vous l'apporterai. Au revoir.